Alors, c'est une vidéo qui vient du très fond de l'internet où fallait m'imaginer en yodelé japonais avec une magnifique chemise blanche et puis un petit... comment on appelle ça, un blazer? C'est ça, ouais. Un petit blazer avec un fond de montagne magnifique. Un yodelé avec du coup des poules. Parce que pourquoi pas, j'adore les poules. Et j'aurais voulu faire une conférence sur les poules et sur les cailles de Chine particulièrement, mais on m'a interdit. On m'a dit que c'était vraiment trop un délire de niche, donc j'ai dû me rabattre sur des sujets un peu plus consensuels comme le climat. Consensuel. Ok, avant de commencer, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une conf gesticulée? Non. Non, ok, je vais pas vous l'expliquer. Par contre, en gros, je vais prendre la parole pour raconter des choses que j'ai vécues, des choses qui sont propres à mon histoire personnelle, des choses que j'ai vues et sur lesquelles j'ai fait une petite synthèse et qui sont liées à un moment ou à un autre au climat, mais je vais vous en parler plus tard. Je vais sûrement vous demander de temps en temps un peu d'interagir, mais a priori, c'est pas un débat. Voilà. J'ai eu des fois le problème, c'est pas immédiatement un débat. Je vais pouvoir dire des conneries, classique. Je vais sûrement prendre des raccourcis parfois, classique aussi. Mais voilà, l'objectif, c'est d'arriver à faire passer des messages qui sont relatifs à la question climatique qui est éminemment complexe en 1h30. Et vous allez voir, je vais sûrement pas y arriver, donc automatiquement, je vais faire des raccourcis. Quand je dis je vais pas y arriver, c'est tenir 1h30. Troisième petit warning, je vais du coup affirmer mon point de vue, on va dire, de moi où j'en suis maintenant avec mon expérience et puis mon avis bien construit et mon ego monstrueux. Ce qui fait que ça peut être un petit peu descendant et un petit peu, vous avez le droit de me prendre pour un connard. Voilà, c'est la synthèse. Il n'y a pas de problème, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et quatrième warning, et sûrement le plus important, il va y avoir des morts. Oh non. Dans mon récit. Ici c'est tranquille, rassurez-vous. Et je mets un petit warning supplémentaire par rapport à ce que je fais d'habitude parce que je viens de perdre quelqu'un récemment qui était un ami assez proche. Ce qui fait que je ne suis pas absolument sûr de ma gestion des émotions au moment où je vais en parler. Voilà. Vous serez au courant, ça arrive dans 1 heure, mais quand même. Voilà. Donc, j'appelle Arnaud, et je suis ingénieur de formation. Il y a un petit écho à nouveau, ou comment ça se passe? C'est moi qui hallucine ou... C'est bon, ça va? Ok, donc je vous dis rien. J'appelle Arnaud, je suis l'aîné d'une fratrie de 4 personnes. Donc j'ai 3 petits frères, que des garçons. Des choses qui arrivent. Bon... Voilà, pour me présenter, j'ai fait ingénieur de formation. Aujourd'hui, je fais de la synthèse et de la vulgarisation scientifique. Vraiment, il n'y a pas un écho dégueulasse? Il n'y a plus de son. Ah. Ok, du coup, je vais essayer de parler lorem, ipsum, machin chose, bibi. Ouf, c'est vraiment terrible, c'est dégueulasse. Vous m'entendez? C'est bon? Pas? Faites des signes, s'il vous plaît, aidez-moi. Là, c'est bon? Ok, parfait. Ok, parfait. Bon, je viens du coup d'une famille où mon père m'a un petit peu forcé à être bon en physique, parce que voilà, vous êtes bien au courant qu'après tout, on mesure l'intelligence de quelqu'un à sa capacité à faire des maths. Le physique, ça ressemble vaguement à des maths. Donc, on m'a plus ou moins forcé à être bon. J'ai fait un cursus parfaitement rectiligne à base de bac S, classe préparatoire maths sup, maths spé en mathématiques, puis une école d'ingénieur, des rails. Highway to Normality. Et derrière, j'aurais pu atterrir à la SNCF, mais j'ai fini dans une boîte de prestat à la con. Attends, il y avait des rails. Ouais, je vais faire de l'humour des fois. Ça a été magnifique. Ça me rassurait si vous rigolez. Bon, ok. Si je commence à m'écarter de mon script, c'est une catastrophe. C'est pas grave. Bon, voilà, donc en gros, une famille où ma mère venait plutôt de tout ce qui était sciences littéraires. Elle faisait un truc autour des arts. Elle avait un bac plus 5 en histoire de l'art. Je ne connais rien à l'art aujourd'hui. Ma mère adorait danser. Je ne sais absolument pas danser aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué hier. Bref, de manière générale, on n'a pas énormément hérité de notre mère. Je dis nous parce que j'ai 3 petits frères et on a plus ou moins suivi le même parcours. J'ai plutôt hérité de mon père qui lui était ingénieur des eaux et forêts, donc ingénieur forestier, et qui voulait absolument qu'on soit bon en maths parce que, après tout, c'est important d'être bon en maths. Par exemple, lui était ingénieur des eaux et forêts, je sais distinguer la feuille d'un chêne, d'un hêtre, pardon, ou d'un chêne aussi, la feuille d'un hêtre de la feuille d'un charme. Savez-vous comment on distingue la feuille d'un hêtre? Oh là là, trop facile, ça va, ouais, bon, ouais. Normalement, à la fin, on peut se vanter de briller en soirée en utilisant cette incroyable distinction. Pour ceux qui ne connaissent pas, la feuille du hêtre, elle a des petits poils, alors que la feuille du charme, ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. La feuille du hêtre, elle a des petits pics, alors que la feuille du charme, elle a des petits poils. C'était ce que je disais. Ouais, je me suis mélangé, hein, c'est terrible. C'est l'hydromel, il y a de l'alcool dedans, ça se passe pas bien. La charme, la dent, parce que la feuille du charme a des petites dents, c'est d'être à poil, parce que la feuille du hêtre a des petits poils. Voilà, vous pourrez briller en soirée.
Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Bon, bref, voilà, je me souviens plein de trucs complètement inutiles qui sont liés à la géologie, par exemple, alors que finalement, j'ai jamais fait de géologie de ma vie, j'y connais que d'elle. Et bon, bref, voilà, j'ai appris, je suis devenu ingénieur parce qu'on m'a forcé plus ou moins à être bon en physique, et ça a fonctionné. Alors, j'étais bon en physique parce que j'étais bon, de manière générale, j'ai fait mon espèce d'autoroute vers l'ingénierie, parce que mon père me paraissait être quelqu'un d'assez important, assez utile, entre guillemets. Mon père étant ingénieur des eaux et forêts, s'il n'était pas là, visiblement, les gens ne savaient pas trop ce qu'il y avait à faire. Genre vraiment, j'avais l'impression qu'un ingénieur, c'est quelqu'un, s'il n'est pas là, les gens sont du père. Mais alors complet. C'est un peu l'expert en tout, il n'est pas là, l'ingénieur forestier, les gens ne savent plus comment couper les arbres, les gens ne savent plus exactement quoi faire. Bon, de mon imaginaire d'enfant, en tout cas, c'était quelque chose qui avait l'air assez important. J'ai un écho ? Tu vas augmenter là. Faut pas augmenter. Alors, ouais, je continue ? Parfait. Je touche plus à rien. Moi, lui, Non, lui, lui. nous toujours plus à rien. Bon. Donc, je me retrouve avec mon école d'ingénieur, ma classe sup, mon bac S, tout ce bordel-là. J'arrive dans le milieu de l'ingénierie et là, je découvre un métier absolument fabuleux. Je travaille dans une PME en prestation de service qui est à Toulouse, qui emploie sans doute la moitié des gens dans cette assemblée. Elle fait des petits avions, vous savez, ce genre de PME. Alors j'étais responsable, c'est un métier très important. J'étais en charge de vérifier que les gens qui travaillent. Je développais des logiciels pour ça. Si jamais vous n'avez pas compris l'importance ultime de ce métier, a priori, c'est que vous n'êtes sans doute pas assez ingénieur. C'est un truc en tout cas qui avait l'air excessivement important. Bon, alors moi je découvre ça, je vois mon père, j'ai l'impression que quand il travaille dans l'ingénierie, c'est un truc qui est chouette, il gère une unité territoriale, il est en pleine campagne, et il y a plein de gens qui sont entre guillemets sous ses ordres. Moi je débarque là-dedans, franchement l'utilité sociale de mon travail, j'étais là, j'étais pas là, aucune différence. Ouais, j'ai dit les gens qui vérifient, les gens qui travaillent. Des fois je parle vite, vous pouvez me faire signe de me calmer. C'est aggravé par le stress en plus, alors bon. Donc, j'avais un métier dont l'utilité sociale me paraissait pas évidente. Je suis derrière un ordinateur et je travaille en étant relativement bien payé. Pas grand monde me surveille, je fais du télétravail, tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand on a un ingénieur qui se fait chier dans son travail ? Faut qu'on s'intéresse au climat. Je suis sûr que c'est le parcours de la moitié d'entre vous. Du coup, je m'intéresse au climat. Voilà, je viens vous parler de climat, mais vous enfuyez pas trop vite. Pour rendre ça intéressant, je vous mets un mort et du caca dans les 30 prochaines secondes. Tout le monde aime les morts. Ouais, bon. Il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de m'ennuyer absolument terriblement et je n'ai jamais pu vraiment comparer mon métier et son utilité sociale avec celle de mon père étant décédé pendant mes études. Pas de bol, un accident, c'est le genre de choses qui arrivent. Et du coup, j'ai jamais vraiment pu débattre avec lui de mon ressenti sur le métier de l'ingénierie. Mon ressenti de recevoir un plutôt bon salaire sans forcément avoir l'impression d'être vraiment utile à la société. J'en étais à un point où vraiment je m'ennuyais tellement que j'avais l'impression d'être littéralement payé pour faire de la merde. J'en suis arrivé à réellement calculer à quel point j'étais payé pour faire de la merde. Je maximisais mon temps aux toilettes, c'était absolument fabuleux. C'est un truc de cadre, hein. Franchement faites pas ça si vous êtes à la caisse ou à l'usine, ça ne fonctionne pas. Vous êtes timé le nombre de fois où vous allez aux toilettes. Moi non, je pouvais aller un maximum aux toilettes et du coup je comptais à quel point j'étais payé pour faire de la merde, c'est à peu près 112 €, mon record. Comme dit le célèbre philosophe, tout temps passé aux toilettes ailleurs que sur son lieu de travail est une insulte à son temps libre. Bon, je sais pas. Du coup, j'ai pas vraiment pu constater l'intérêt, j'ai pas pu discuter avec mon père de l'intérêt de mon métier. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand mon père est décédé, malheureusement, il a laissé derrière lui moi, l'aîné de ma fratrie, mes 3 petits frères, dont 2 étaient mineurs à l'époque, et ma mère, qui malheureusement avait chopé une maladie neurodégénérative, fort sympathique, qui s'appelle la maladie de Parkinson. Et du coup, c'était pas forcément la maxi joie. Je me retrouvais à essayer de gérer un peu ma famille, comme je le pouvais avec mes connaissances de petit gars tout à fait pimpant de 20 ans. En étant derrière mon travail qui me paraissait rigoureusement inutile, alors qu'en parallèle, je recevais des appels des assistantes sociales qui me demandaient un peu comment ça se passait, du lycée qui se demandait est-ce que c'était normal que mon frère parte en cours de cours pour pleurer. Non, c'est pas normal. Bref, ce genre de choses qui faisaient que concrètement, mon métier, qui était en plus rigoureusement inutile, j'avais un peu de mal à vraiment m'investir à fond dedans. Et en plus, par ailleurs, je me commence à m'intéresser à la question climatique. Je vous laisse imaginer le cocktail. On est plutôt sur j'ai pas envie de bosser sur 20, mais alors... bien. Et alors, au fur et à mesure que je m'intéresse à ça, donc pas forcément sur mes questions de vie familiale, mais sur les questions climatiques, et j'en parle un peu à mes collègues, et comment dire, je vois un décalage avec mes collègues qui étaient autour de moi chez Airbus.
mais alors croissant, parce que leur problème à eux, c'était plutôt où est-ce qu'ils allaient aller en vacances dans pas longtemps, c'était plutôt, ouais, telle marque de voiture, t'en penses quoi, plutôt, bon, le foot, allez, pourquoi pas, je m'y intéressais pas. Mais bref, des choses où, de manière générale, je voyais pas j'avais un peu de mal à matcher avec leur sujet de préoccupation. Et parallèlement à ça, je me retrouve avec également à voir en eux une forme de malaise par rapport à leur métier, qui sentaient aussi qu'ils n'étaient pas très utiles. Hein. À nouveau, développer le logiciel dans le contexte que j'étais en train de faire, c'était discutable en termes d'utilité sociale. Mais du coup, c'est pas grave, on arrivait à trouver des petites parades, on se mettait des formes d'importance, on se disait ouais, il va y avoir tel événement, ça va être chouette, on va faire tel truc, et comment dire. Et les continents continuent de s'enfoncer, la Terre cherche une façon de nous effacer, les gens pigent, pareil, s'en fichent ou s'enfilent des cachets pour afficher un air détaché. Peut-être qu'ils essaient d'éviter d'y penser tous les jours en cherchant du fric à dépenser dans les bars pour y boire, pour être sous, pour être fou, pour être un tout petit peu ce qu'ils étaient au départ. Ils portent le poids de l'ennui, marchent dans le noir sans un bruit, et puis, un soir, ils croient enfin apercevoir un phare dans la nuit. J'ai pas trouvé... c'est pas du tout de moi. J'ai pas trouvé beaucoup de gens qui partageaient véritablement mes préoccupations dans le milieu professionnel. Par contre, j'ai trouvé des gens qui formulaient hyper bien ce que je traversais. Du coup, je vais carrément m'appuyer sur des chansons régulièrement, au fur et à mesure, que j'ai évidemment choisi pour l'occasion. Mais voilà, face à ce constat-là, par rapport à mon histoire familiale et par rapport à ce que j'ai pu voir de gens bien plus intelligents que moi qui ont écrit sur la question, je vais vous parler de climat, pour en gros vous expliquer que, mais bon, ici vous êtes déjà probablement pas mal au courant, c'est pas du tout une question ni à laisser aux ingénieurs, ni à laisser aux classes sup, mais c'est vraiment une question qui est politique. Mais politique au sens où ça va nous forcer à dialoguer avec des gens et à définir pourquoi en fait on vit ensemble, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on fait de l'énergie que l'on a et c'est quoi notre objectif en tant que société. Bien, ça va encore. J'ai probablement un poil pété l'ambiance de temps en temps, mais ça va aller. Vous avez l'habitude. C'est qui la chanson du coup? Zippo, j'en reparlerai un peu plus tard. Je vous ferai un blind test et tout, vous allez voir, c'est la teuf. Levez les bras en l'air, ouh, ça l'a fait. Bien, ça, tu connais Zippo, toi? Pas hyper connu. Alors, ok, pour savoir en gros de quel problème on traite, il vaut mieux avoir compris de quoi il s'agit. Souvent, on se retrouve avec des personnes qui vous expliquent leurs solutions, mais qui n'ont pas tout à fait compris le problème. Le problème climatique, c'est plutôt simple, donc à la base, vous reconnaîtrez ceux qui ont fait la fresque du climat avec moi pendant la journée. Plutôt simple. Vous avez des activités humaines. Ces activités humaines, c'est l'industrie, les transports, l'agriculture et les bâtiments. Ça consomme des énergies fossiles. Les énergies fossiles utilisent du CO2. Étant donné que vous avez du CO2, mais pas que, puisqu'avec l'agriculture, vous retrouvez avec également d'autres gaz à effet de serre que sont le protoxyde d'azote et le méthane, mais également d'ailleurs un relargage du carbone dans le sol via la déforestation, vous avez donc l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. L'atmosphère se chargeant en CO2, vous avez un effet de serre additionnel qui se met en place, ça résulte sur un forçage radiatif dont la répartition énergétique se retrouve dans la hausse des températures terrestres, et ça veut dire des incendies, mais aussi des canicules, mais aussi la hausse de la température de l'eau, ça veut dire la perturbation du cycle de l'eau, donc des sécheresses, des crues, des cyclones et des submersions. Bon, on est... Alors après, ce qui se passe derrière, c'est que le CO2 étant un gaz qui peut également se dissoudre dans l'océan, ça peut l'acidifier. En l'acidifiant, ça provoque des problèmes de calcification, mais aussi de la formation du corail. Les ptéropodes et les coccolithophoridés souffrent, et ça, c'est les zooplanctons, les phytoplanctons. C'est la base de la biodiversité marine, et c'est potentiellement embêtant qu'ils arrivent mal à vivre. Par ailleurs, vous avez les calottes polaires, la banquise, mais également les glaciers qui se mettent à fondre. Ça résulte sur la montée des eaux, ça provoque également des soucis de ressources en eau douce, c'est la baisse des rendements agricoles, mais la biodiversité qui souffre un peu dans la bataille. Des vecteurs de maladies qui se déplacent, ça résulte sur des famines, des maladies, des problèmes de réfugiés climatiques et des conflits armés. Et du coup, derrière, vous avez également par ailleurs des trucs qui ne sont pas tout à fait liés au climat, c'est les aérosols, mais également vous avez le trou dans la couche d'ozone, vous avez, je vais y arriver, les pluies acides, vous avez l'érosion des côtes, vous avez les pesticides qui se baladent dans le sol, vous avez la perturbation du cycle de l'azote, vous avez l'artificialisation des sols, vous avez l'eutrophisation de l'océan, ça c'est quand vous avez les trucs qui meurent assez en trop grande quantité, le réchauffement des pôles, la diminution du gradient thermique, l'accentuation qui amène à l'accentuation du phénomène El Niño, mais également à la modification thermohaline du Gulf Stream, qui amène également sur le ralentissement du jet stream, ce qui amène des périodes froides quand il devrait faire chaud, des périodes chaudes quand il devrait faire froid, ce qui est embêtant. Vous avez la désoxygénation de l'océan, et derrière vous avez les permafrosts ou l'éclatrate de méthane, qui sont des boucles de rétroaction positives, qui ont de positif que le nom, qui font qu'au bout d'un moment, quand vous avez emballé la machine, c'est le bordel, et ça s'emballe sans nous. On a presque tout.
C'est un peu comme vous savez que vous attrapez un caillou, au début il faut mettre de l'énergie pour le décrocher de la falaise, puis après quand vous l'avez décroché de la falaise, il tombe tout seul comme un grand au fond de la falaise. C'est un peu ça, les boucles de rétroaction positive que vous avez en bout. Il s'agit donc d'un problème complexe. Il est dit que pour tout problème complexe, vous avez des solutions simples, faciles à mettre en œuvre, tout à fait efficaces, et fausses. Vous avez plein de gens qui ont des solutions tout à fait efficaces pour résoudre ce truc-là, sauf que, en fait, évidemment, il y a une impasse sur quelque chose, ou quand vous résolvez le problème de la température terrestre, vous augmentez les trucs sur mer, quand vous résolvez sur la mer, vous augmentez les trucs dans la troposphère, bref. Ce truc-là, c'est un véritable bordel qui n'a pas une solution unique et efficace en tout point. Et c'est très embêtant. Très embêtant quand on est comme moi un ingénieur qui aime bien avoir une solution à vos problèmes, et là, je me retrouve face à un truc où, a priori, non, pas de solution facile. Bon, ça c'était un premier point. Toujours dans la même catégorie. Oh tiens, je suis con, j'aurais dû demander un stylo. Oh, il est là. Je remercie la régie, ils sont super gentils. Deuxième problème qui est toujours lié à la question climatique. Moi je suis ingénieur de formation. J'ai des talents en dessin relativement limités, mais ceci c'est... Un arbre. Vous êtes trop fort. Un chou-fleur. Franchement. Ok, autour de l'arbre, vous avez du sol. Dans le sol, vous avez des petits buissons. Vous êtes d'accord avec ça? C'est mouton un peu. Vous avez également des fleurs, c'est sympa, des buissons. Ok, qu'est-ce qui vit là-dedans? Des insectes, des animaux. Insectes, effectivement. Hein, on va dessiner des insectes avec... voilà. Ouais, des vers de terre dans le sol. Des oiseaux, tout à fait. Bon. J'ai un talent limité, hein, le oiseau, c'est ça. Quoi d'autre? Des sangliers. Des sangliers, des champignons. Sangliers. Des écureuils. Vous avez tout le réseau de champignons qui se baladent dans le sol. Et ouais, vous avez après tous les petits mammifères. Bon, là, je vais faire aucun effort, hein, je suis désolé. Ouais, c'est un mammifère. L'araignée, on va dire. Voilà, il a que 3 pattes, allez 4, voilà, c'est bien. Vous avez les petites souris qui se promènent. Bon, voilà, ok. Votre arbre, il a des racines. Les racines, elles vont plutôt profondément dans le sol. Ça permet de stabiliser un petit peu... Ouais, bon. Je vous prie de m'excuser. Ça permet de récupérer la flotte. Ça permet aussi de stabiliser les différentes couches de sol que vous avez. Bien. Ça, au vu d'un ingénieur tout à fait classique, c'est un truc qui séquestre du carbone. C'est pas faux. Là-dedans, vous avez donc du carbone. Que se passe-t-il si je coupe cet arbre? On peut nous dire, on relargue du carbone. Oui, mais avec ce magnifique dessin, vous avez deviné qu'il se passe aussi d'autres choses. Que se passe-t-il si on coupe l'arbre? Alors, je te retiens, on en reparle juste après. Effectivement, ça fait de la croissance. Mais à part la croissance, qu'est-ce qui se passe? La biodiversité. Ça arrive. Ouais, les petits buissons sont plus à l'ombre, par exemple, ça peut être embêtant. Mais surtout, dans les arbres, qu'est-ce qui vivait? L'écureuil, qui dégage, les oiseaux. Les oiseaux, quand ils dégagent, qu'est-ce qui se met à proliférer un petit peu plus? Ouais, les insectes, eux, ils se mettent à augmenter. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez plein d'insectes qui se mettent à monter? Maladie. Bon, maladie, ça dépend, mais surtout, par contre, ça peut bouffer à peu près tout ce qui traîne par ailleurs. Bref, quand vous cassez l'arbre, vous cassez également le milieu de vie d'un tas d'espèces, et là, vous perturbez tout un écosystème, et tout se met à foutre le camp. Au fur et à mesure que ce truc-là disparaît, également les mammifères du coup n'ont plus d'endroit où vivre. Avec l'arbre qui a disparu, potentiellement vous avez juste plus d'eau qui remonte, donc les buissons encore plus quick. Et puis accessoirement, là-dedans, vous avez à la prochaine crue ou à la prochaine sécheresse, tout ce truc-là qui va être sec comme un caillou, alors qu'avec l'arbre, à minimum, ça pompait. Ce n'est pas qu'une question de séquestrer du carbone. Mais si on s'amuse à faire l'erreur de réduire ce truc-là à un stock de carbone, on oublie complètement toute la biodiversité qu'il y a derrière. Et le réductionnisme, le fait de réduire tout un système à une seule de ses caractéristiques, le carbone ici, c'est un vrai problème qu'on a dans le milieu de l'ingénierie parce qu'on a tendance à un peu simplifier, en fait, et ne pas se rendre compte de tout ce qu'il y a autour. Parce que notez que là-dedans, si votre tronçonneuse qui coupe l'arbre, elle est rigoureusement électrique, recyclée et nourrie aux panneaux solaires renouvelables photovoltaïques, ça changerait au problème. Vous avez quand même disparu tout le reste. C'était le deuxième élément. Le troisième, voir les talents de la régie. Low-tech mais balèze. C'est une vue de coupe d'une grotte que peut-être vous avez connue. Bon, à nouveau, si vous le connaissez déjà, la grotte Cosquer, ça parle à qui? Personne? Non, je suis sûr que vous connaissez. C'est une grotte qui est donc dans une calanque près de Marseille.
Par 30 mètres de fond, on peut y accéder. Alors imaginez, voilà, avec mon grand talent, ça c'est une vue de coupe du récif calcaire. Là, vous avez le niveau de l'eau. Et à 30 mètres de fond, vous avez un boyau de grotte. Voilà, hop. Et puis là, vous avez une grotte. Voilà. Bon, je suis pas exactement sûr de ce que j'ai dessiné. Joli. Vous voyez, hein, bon, d'accord. Ok, ici, du coup, vous avez l'eau qui arrive. Ce qui fait que si vous plongez par 30 mètres de fond, vous entrez dans ce petit boyau de calories, quelques centaines de mètres, vous arrivez à l'air libre. Et là, qu'est-ce qu'on trouve à l'air libre? Des peintures. Je savais qu'il y en a qui connaissaient. Des peintures. Et des peintures qui ressemblent à peu près à ça. Bon. Grosso modo, hein. Ceci est Un fantôme. un oiseau, un pingouin. Ouais, c'est le genre de truc. On est d'accord. Ouais, ça ressemble pas exactement à ça, hein. C'est mes talents et tout. Mais quand même. Vous avez également un deuxième truc qui ressemble à peu près à ça. Avec son bonnet rouge. Là. Un lutin. Ouais, un genre de caribou, c'est ça. Bon, le genre de truc qu'on voit pas exactement par nos latitudes. Ces peintures ont été datées d'à peu près 18 000 ans avant Jésus-Christ. Non, il y a 18 000 ans par rapport à maintenant, 16 000 avant Jésus. Et en fait, il s'avère qu'à l'époque, il faisait 4 degrés de moins sur Terre. Et ces trucs-là ont été peints par nos lointains ancêtres. La question qui se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce que viennent foutre ces peintures sous l'eau? Il n'y avait pas de... L'eau mais plus bas quoi. Ouais, en fait, je vous entends pas du tout, c'est une question complètement rhétorique. Ok, deux hypothèses. Vous allez me dire à quel point vous y croyez. Première hypothèse, vous avez un espèce de précurseur d'un méchant de James Bond qui s'est dit « Ouais, vas-y, je vais faire une base sous-marine, parce qu'après tout, pourquoi pas ?» Donc, il a plongé par 30 mètres, il est remonté là-haut, pouf, il s'est retrouvé dans son espace à l'air libre, il s'est dit « Cool, je vais pouvoir installer ma base sous-marine. » Or, il n'y avait pas de James Bond, donc du coup, il se faisait chier, il a dessiné les animaux qu'il a trouvés pendant son Erasmus en Norvège. Premier choix. Deuxième choix, c'est pas ça. Hein, et à la place, en fait, juste le niveau de la mer n'était pas là. Ah, vous croyez plutôt à la première version. Non, c'était la deuxième. Ah là là, qu'est-ce que je suis facétieux. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu 4 degrés Celsius entre les deux. 4 degrés Celsius, 4 degrés et demi, 5, ça dépend un peu de ce qu'on raconte. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces 4 degrés et demi de température en moins, en fait, il y avait moins d'eau sur Terre, ou plutôt, quand je dis sur Terre, sur mer, parce que l'eau était sur Terre. Sur Terre, sous forme de calotte. C'est-à-dire qu'en gros, vous accédiez à l'île britannique à pied, parce que la mer était 120 mètres plus bas. L'Océanie n'était pas un archipel, mais était en fait un espèce de continent. Et du coup, vous n'étiez pas spécialement... je sais pas si les Norvégiens vous embêtent, mais si jamais ils vous embêtent, vous n'aviez pas de Norvégiens parce qu'ils étaient sous une calotte polaire. Voilà. Donc il y avait de la glace à la place de leur territoire, et une glace de quelques kilomètres de profondeur. On avait en fait 120 mètres du niveau de moins, ce qui fait que Marseille, l'endroit où était cette calanque, était à peu près à 100 km des côtes. C'est pas mal. Bon, aujourd'hui, on est en train de se diriger vers un plus 4 degrés, plus 5, plus 3, ça varie un peu selon les modèles. On s'inquiète pas spécialement, pas trop l'impression. Ouais, si, mais vous êtes tous rien que biaisés, en fait. Plus vous ne croyez pas à l'innovation technique. Ouais, bon, là c'est la partie un peu aléatoire. C'est low-tech, c'est low-tech. Ah, c'est hyper low-tech. C'est ça pour vous dire que ce truc-là, c'est ce vers quoi on est en train joyeusement de se diriger, sans que dans l'ensemble, grand monde ne s'en inquiète. Et à l'époque, je partage un peu du coup ce désarroi avec mes collègues, et il y a assez peu de répondants. À nouveau, hein, les préoccupations sur la coupe de cheveux, les fringues, la marque de vêtements, les vacances prochain été. Bon, j'étais un peu en situation de dire, il y a un petit éléphant dans la salle quand même. Et là, eux, leur position, c'était plutôt non, tout va très bien, madame la marquise. Je peux te demander de passer la musique. Ça va arriver. Là, c'est ma transition hyper fluide normalement. Tu appuies sur F5 et ça lance le diapo et après tu peux appuyer sur espace. Appuie sur F5, ça lance le diapo, tu appuies sur espace. On est bien chanté ici. J'entends bien.
En fait, c'est tout à fait ça, c'est juste que là, vous n'entendez pas la voix. C'est dommage. Les élèves techniques. Bon, normalement, il y a des paroles hyper intéressantes en fait. Ah, elle dit quoi la dame? C'est Kenny Arcana. Non, tu as pas moyen de. Tu sais pas. Comme ça, suite, je passe le câble, je regarde. Oh putain. Fabien qui voulait me faire slammer hier soir. Non, c'était pas. C'est ça qui voulait me faire slammer hier soir. Je me retrouvais devoir tout chanter, ça va être une catastrophe. T'as pas de. Ah, ok, pour le moment, c'est là. Oh, ok, d'accord. La prochaine. J'ai pas les paroles en tête, moi. Vous connaissez Kenny Arcana? Oui. Madame la Marquise? Non, c'est pas la plus connue d'elle. J'essaie de la trouver ou on s'en fout, on passe à la suite? Non, vas-y, essaye. Si, vas-y. Je la mets sur ton micro. Je la chante sur mon micro. Je vous remercie pour votre indulgence, hein, ça se passe pas comme je voulais. Mais ça va, ça se passe bien quand même. Vous T'inquiète. êtes trop gentil. Réventura, tu vas très bien Madame la Marquise, c'est pas celle-là. Madame la Marquise, vidant sa bulle à sa guise, prison dorée à bas prix, aveuglée car sa brille dit que la terre s'assalit, tient plus à son masque qu'à sa vie, la même de New York à Paris, ne ressent rien à analyse, cultive l'avarice, et que le monde court à sa ruine, Madame la Marquise n'en a que penser, bien trop concentrée sur elle-même, trop occupée à exposer sa vie et à penser à ce qu'on penserait d'elle. Madame la Marquise, c'est la vie en rose, tant que son miroir lui dit qu'elle est belle, et peu lui importe les autres, l'époque, le monde peut crever autour d'elle. Madame la Marquise, le château brûle, je sais c'est fou, pour une fois je vous en prie, réveillez-vous, les flammes ont déjà attaqué les foules, regardez autour, Madame la Marquise, le château brûle, l'air est rempli de soufre, reste-t-il encore des issues de secours? Réagissez avant que tout s'écroule, le temps est compté, Madame la Marquise. Cool transition. Donc, si je dis charbon. Charbon, prince, quoi. Prince Charbon. Le prince Prince charbon. Charbon, ouais. Charbon, vous pensez à quoi? L'Allemagne, fossile, carbone. Ok, normalement, si on parle à des gens qui connaissent pas du tout le sujet, ils vous disent ouais, révolution industrielle, machine à vapeur, des trucs de l'ancien temps, tout ça. La classe ouvrière, des machins qui n'existent plus. Ouais, on a oublié tout le monde. Ok, supposez que ceci. Ouais, Germinal, pas mal. Supposez que ceci soit la consommation de charbon, je rajoute un peu, que l'on avait en 1950. 1950, c'était pas non plus encore les peaux de bêtes, les chasseurs-cueilleurs, on se nourrit uniquement au rythme des saisons, tout ça. On avait déjà expérimenté les orgues de Staline, les premières bombes nucléaires et ce genre de choses. L'électricité, on connaissait déjà. Bref, le charbon, ça existait déjà. D'après vous, entre 1950 et maintenant, le charbon, ça a fait quoi? Moins 20%, moins 50%, plus 100%, plus 200%? D'après vous? 200%? 1000%. Costaud. 1000% x 9, pas mal. 500 x 6, 300 x 4 x 10 000. Ah, c'est vénère quand même. Ah, ok, vous faites pas piéger. Il y en a qui me disent des fois des chiffres négatifs, hein, genre ça a baissé de 50% et tout. Non, ça a fait x5. Ça a fait x5, mais dans le temps, en fait, il n'y a pas que ça qui s'est passé, c'est que vous avez également rajouté un autre truc sympathique qui s'appelle le gaz. Vous avez aussi rajouté le pétrole. C'est pas les seules choses, on a également rajouté dans cette histoire-là du bois, parce qu'en fait on en brûle encore pas mal. Pas forcément sous nos latitudes, mais ça existe, quoique. Les centrales à biomasse. 12% du mix énergétique mondial. Et là, on a globalement 85-90% de la consommation énergétique sous notre époque, en 2020. Enfin, c'était les chiffres de 2019, en vrai, ce que j'ai utilisé. Qu'est-ce qu'il manque là-dedans? Il manque là-dedans le nucléaire. Le nucléaire. Mais aussi l'hydro. Effectivement. L'hydroélectrique. Et enfin, vous l'avez dit, éolien, géothermie, marée motrice, houlomoteur et compagnie. Il manquait un petit bout de nucléaire. Houlomoteur, géothermie, marée motrice, tout le bazar. Voilà.
un peu moins de 2% du mix électrique mondial, énergétique mondial. Bon. Entre 2000 et 2020, le charbon, d'après vous? On a dit x5 entre 1950 et maintenant, mais entre 2000 et 2020. Stable, 1,5 x 3. Ouais, 2020 quand même. Hein. Plus 40%. 40%, ouais, ça a fait x2. Exactement. Alors dans tous les Marvel et les machins comme ça, vous avez l'impression que dès que des gars se mettent à utiliser de l'énergie de tous les côtés, c'est un machin qui est magnifique. C'est des grandes surfaces lisses en plastique, quoi, qui sont toutes bleues, blanches, enfin des machins, vous avez l'impression que c'est trop propre. La pile au bullshitium n'existe pas encore, malheureusement. Non, c'est charbon, principalement. Voilà. Même si, en vrai, dans le mix énergétique mondial, c'est avant tout du pétrole, à cause des transports. Bien, donc on a tendance à se dire que c'est un machin du passé comme, voilà, comme la classe ouvrière, mais pas vraiment, ça existe encore. Ah tiens, j'ai oublié de vous demander un grand blind test tout à l'heure. Ouais, non, Kenny Arcana, mais je suis con, j'ai chanté, je vous l'ai dit. Ça sert à rien que je dise mes notes quand en fait j'improvise ensuite. Bon, on est bien d'accord. Ok. Oh putain, trop fort, bravo. Ils sont bons. Vous gagnez un tête-à-tête avec Gérald Darmanin. Vous avez le droit de lui dire avant que c'est une... Non, vous n'avez pas le droit de dire que c'est une ordure. Voilà. Ni que c'est un violeur. On n'a pas le droit de dire que c'est un violeur. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas dire. Que c'est un violeur. Bon, ok. Alors là, il y a des gens qui, des fois, quand j'en arrive à ce petit bout-là, m'expliquent bah ouais, ok, t'es très très rigolo, mon garçon, mais pendant qu'on a multiplié notre facture énergétique, on s'est aussi multiplié nous. Et c'est pas tout à fait faux. Vous n'êtes pas sans savoir, a priori, qu'on a un peu multiplié la population humaine depuis un certain temps. Ok, en même temps que ce truc-là croissait, en fait, il a fait x9. La population, elle a fait x combien entre 1950 et maintenant? 3. Ouais, 3. Il y en a qui l'ont trouvé direct. Ou qui ont du hasard, je ne sais pas, la sagesse des foules. C'est effectivement x3. La facture énergétique mondiale, ça fait x9. La facture, le nombre de personnes sur Terre, ça a fait x3 entre 1950 et maintenant. Donc quand on est en train de se dire que le problème c'est la population et surtout les pays pauvres qui ne consomment pas, on se plante légèrement. Puis c'est toujours un peu facile de se dire que la faute elle est aux autres. On peut se dire que pour compenser le rythme de vie d'un Européen, on a quasiguillé une 80-60 Africains, que ne sais-je. C'est facile. Moi je propose une autre vision des choses, c'est-à-dire que si vous voulez absolument maintenir le rythme de vie qu'on a actuellement tout en zigouillant d'autres personnes, je vais choisir les 5 personnes dans votre entourage que vous zigouillez. C'est l'occasion de régler vos problèmes de famille et de vous occuper de votre oncle climato-sceptique. Mais c'est un peu simple de se dire que c'est la faute aux autres. Ok. Enfin, il y a un troisième truc qui s'est passé et qui explique aussi la situation actuelle. Ce genre de choses. Ça, c'est quoi, 300 grammes? Si on s'amuse à regarder en fait combien de terre il faut décaisser du sol pour réussir à le fabriquer, il y a un petit facteur multiplicatif qui se balade. Entre 50 et 200. Et ça, c'est pas chez nous. Ça, c'est pas chez nous. Ce truc-là, c'est fabriqué ailleurs dans le monde. On le reçoit quand il est à peu près terminé. Soit des fois, on l'assemble chez nous, mais en tout cas, jamais on ne se met à fabriquer ce genre de choses en extrayant les matériaux chez nous. C'est pas qu'on n'en ait pas. C'est juste qu'on a des règles environnementales et sociales qui font qu'on se dit que non, on n'a pas trop envie de payer. Et puis on n'a pas envie de voir ça chez nous quand même. On n'a pas envie de voir ça chez nous. Exactement. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce que du coup, derrière, quand on se met à nous, France, arriver à vendre des armes à l'étranger, vendre des rafales et ce genre de choses, c'est pas qu'on a extrait du métal, qu'on a extrait de ces trucs-là de chez nous, c'est qu'on a importé ça d'ailleurs, où ils nous ont fabriqué les grosses pièces et les gros blocs ou n'importe quoi, on les a assemblés chez nous et on les vend à des grandes démocraties notoires comme l'Arabie Saoudite pour apporter la démocratie ailleurs. Ce qui fait que techniquement, bon, on ne voit pas exactement la facture de ce genre de machin, et ce qui explique aussi ce truc-là. On ne le voit pas chez nous parce qu'effectivement on a peu de charbon chez nous. Il n'empêche que c'est la deuxième source principale d'énergie au monde, actuellement. Voilà. Alors, il faut noter que quand on est en train de nous parler de croissance verte, il n'y a que chez nous qu'on nous parle de croissance verte ou de trucs vraiment absolus, de découplage entre la consommation de matière et la valeur économique qu'on produit. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. D'ailleurs, tous les travaux économiques sont en train de nous dire que non, ça n'existe pas. Ça n'empêche qu'on en entend souvent parler de cette croissance verte. Généralement, la croissance verte, c'est un peu comme la violence. On la délocalise. On l'envoie à l'étranger. Ils fabriquent pour nous des machins qui leur pourrissent les sols, qui leur pourrissent la flotte. Et nous, ensuite, effectivement, on gagne de l'argent par rapport à ces trucs-là, par rapport à lorsqu'il y a des produits à haute valeur ajoutée à rajouter, à vendre. Bon. Alors, je dis ça, en même temps, moi, je suis le premier concerné. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai un ordinateur relativement puissant. Je me retrouve à régulièrement changer de matériel. D'ailleurs, ce téléphone n'est pas sorti de nulle part. Hein. Et en fait, c'est le premier pôle de dépense d'un Français, mais on n'a pas vraiment de prise dessus, c'est pas fabriqué chez nous.
c'est potentiellement embêtant. Ce qui fait que le deuxième, celui qu'on prend au sérieux, c'est genre la viande, puis ensuite c'est le transport. Bon. Mais bon, on se dit que ça, au quotidien, on ne peut pas forcément faire grand-chose. Et c'est pas tout à fait faux. On ne peut pas vraiment faire grand-chose. Donc à un moment, on prendra bien le problème à bras-le-corps et on réglera bien on essaiera bien de s'occuper du problème. Comme plein de mes contemporains, je pratique le semblant de rien et je donne mon accord tacite au triomphe d'un monde qui s'effrite. Climat fucked up, écocide, c'est donc ben plate d'être lucide. Je préfère mettre la switch off en attendant la catastrophe. Mais que le jour s'éveille sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Wow. Et comme des milliards d'humains, je me ferais croire que tout va bien tant que se lèvera le soleil sur les maisons toutes pareilles. Wow. Wow. Vous connaissez? Cowboy fringant. Qui a cru que j'allais mettre plus rien? Non, personne. Ah, c'est vrai que ça aurait pu, ouais. Ouais, ça aurait pu. Allez, vous avez gagné le droit de demander des nouvelles de Benalla. Je sais pas ce qu'il est devenu perso, donc... Bon, ok, ça c'est vers quoi on va. C'est pas très sympa. Ça c'est d'où on part. Pas franchement plus sympa. Mais on a un magnifique système qui va nous permettre de nous guider pour éviter ça. Et c'est l'économie. Ok, j'ai un petit passif avec l'économie. Je vous ai raconté que j'ai perdu mon père relativement vite. Et en fait, il y a une bonne raison à ça, c'est que mes parents avaient très très peur pour leur retraite. Tous les deux étaient, la première, ma mère, était instite dans la fonction publique. Et mon père était contractuel pour la fonction publique, à l'ONF. Bon, L'ONF, je ne sais pas si vous en avez entendu parler récemment. Dans la catégorie c'est super la joie, on est plutôt au niveau 0. Et ils sentaient déjà à l'époque que c'était en train de mal se passer. Ma mère, elle était relativement angoissée de nature, donc tous les deux, ils étaient en train de se dire, mais en fait, on va avoir une retraite de merde. Il faut absolument qu'on s'occupe maintenant de préparer notre avenir. Alors ils ont eu raison, dans une certaine mesure, puisque aucun des deux n'a eu la retraite, mais pas pour la raison qu'ils pensaient. Et en fait, ils ont fait plein de calculs du genre, on a tant d'argent en plus par mois, potentiellement on peut s'amuser à acheter un appartement par exemple. Et en achetant un appartement, on le loue à quelqu'un, puis du coup derrière ça rembourse le prêt de l'appartement, bref, ce genre de choses. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de placement immobilier. C'est des raisonnements toutes choses égales par ailleurs. Vous regardez combien vous allez gagner en investissant dans votre appartement. Enfin, vous regardez combien vous dépensez d'abord. Qu'est-ce que ça va vous coûter tous les mois, puis après vous regardez ce que vous allez gagner, puis normalement c'est une magnifique droite qui se passe au-dessus de zéro, vous gagnez de l'argent tout le temps, c'est magnifique, c'est merveilleux. Enfin, comme on dit aujourd'hui, si en 1 heure vous ne gagnez pas de l'argent avec votre téléphone, c'est que la question n'est pas vite répondue. Hein. Bon. Et en fait, mon père a souscrit un peu à ce genre de choses, donc il s'est mis à acheter des tas de trucs, et ça s'est pas très très bien passé pour lui, parce que en fait il s'est passé en 2008 un machin pas cool, quand on faisait dans l'immobilier. C'est une crise. Il y a une crise économique. C'est-à-dire que c'est l'année où en fait on a déménagé, on est parti de la Haute-Saône, d'où je tiens mon chantant accent, pour les Pyrénées, où on habite aujourd'hui, puisque j'ai grandi vachement dans les montagnes et plutôt au contact du coup de la nature ensuite. Et en fait, quand ils ont voulu acheter leur maison, en fait, entre le début de la crise et la fin de la crise, elle avait perdu 100 000 en valeur, et la maison qu'ils voulaient vendre, entre le début de la crise et la fin de la crise, elle avait aussi perdu 100 000 en valeur. C'est gênant quand vous avez un prêt relais qui normalement est supposé réussir à vous permettre de vendre l'un pour rembourser l'autre. Vous avez d'un seul coup un trou de 200 000 à combler, ça fait beaucoup. Puis en plus, comme mon père était un grand champion de la gestion privée, il avait décidé de faire plein de travaux juste avant de la maison, très mauvaise idée, technique de professionnel, où il avait acheté à nouveau plein d'appartements, enfin plein, 3 petits appartements, en se disant que ça compenserait leur retraite à coût de loyer de 150 € tous les mois à la fin de leur vie. Donc ils se sont retrouvés à devoir rembourser beaucoup d'argent. Et alors j'ai un souvenir par rapport à l'économie et par rapport à ces raisonnements là un peu toutes choses égales par ailleurs, par rapport au fait que ça va s'arranger tout seul. Mon souvenir c'est quand j'étais en école d'ingénieur et même en classe préparatoire, je revenais les week-ends et mon père m'attrapait et puis il commençait à m'expliquer, parce qu'en fait il n'y avait personne à qui expliquer, il m'expliquait la situation financière de la maison. Ma mère était atteinte de la maladie de Parkinson, donc elle était assez facilement angoissable. Et en fait dès qu'on commence à rentrer dans des crises d'angoisse, je ne sais pas si des gens ont connu ça dans leur famille, mais c'est pas forcément la joie. Puis mes frères étaient plus jeunes, puisqu'ils avaient entre, à l'époque, 9 et 15 ans.
Donc c'est moi avec mes 18 ans qui débarquais et qui, quand je revenais le week-end, j'avais droit à le magnifique tableur Excel me disant regarde où on en est, là actuellement ok on est à 1500 en négatif, mais on va utiliser le crédit revolving, c'est des crédits à 20%, c'est un truc de merde. Franchement, le jour où vous êtes là, sur ce truc-là, conseil, astuce de pro, appelez les services de surendettement. Ne faites pas comme quelqu'un qui a un ego un peu trop gros, demandez de l'aide, sinon vous êtes la tête dans l'eau jusqu'au bout. Donc là actuellement on est à moins 1500, mes crédits revolving, dans 3 mois on rembourse Michel, puis dans 5 mois on va rembourser Jérôme, puis dans 8 mois on rembourse mes parents, puis dans 12 mois on est en positif, puis après pouf pouf la vie est belle. Ça a duré 5 ans. Pendant 5 ans j'entendais ça à peu près tous les week-ends quand je remontais. Pendant 5 ans, dans 3 mois ça s'arrange. Des petits raisonnements, toutes choses égales par ailleurs. Bah ouais, t'as une femme qui a la maladie de Parkinson qui nécessite quand même pas mal des fois des arrêts maladie, le fait d'aller voir des spécialistes à l'autre bout de la France, le fait d'avoir des cliniques parfois, puis t'as des enfants dans le supérieur, quand t'as 4 gosses c'est un peu compliqué. Bref, toutes ces choses-là faisaient que finalement, bah non, ça se passait pas exactement comme prévu sur le papier. Donc automatiquement, ils se retrouvaient à attendre que ça s'arrange tout seul, et ça s'est évidemment pas arrangé tout seul. Les règles n'étaient pas tout à fait en leur faveur. Je dis les règles n'étaient pas tout à fait en leur faveur, mais les règles par rapport à l'économie, c'est quoi? Qu'est-ce qui est compté en fait dans le PIB? Qu'est-ce qui est compté dans l'économie aujourd'hui? Ouais, la consommation. L'investissement, ça dépend lequel. Ok. D'après vous, est compté dans le PIB ou non le fait de fabriquer un pesticide? Oui, compté dans le PIB. Est compté dans le PIB ou non la beauté de la poésie? Non. Facile. Une forêt d'arbres en bois? Non. Ah. Quand elle est coupée, exactement. Tant qu'elle n'est pas coupée, a priori, vous avez à la limite un petit capital, mais guère plus. La confiance les uns envers les autres? Non. Est-ce que vous voulez en avoir à foutre? La fidélité dans les couples? Non. Les avocats. Une enfance heureuse? J'ai mal mélangé, donc. La biodiversité d'une forêt? Non. Oui, pas du tout. Ok, je vais passer à la suite. Donc. Réparer une vitre pétée? Oui. Ah, ça c'est compté dans le PIB. Ça dépend. Ah bah si, même si c'est les assurances qui le prennent, a priori... Non, si c'est toi-même qui la répare. Ok. J'ai oublié qu'on allait faire un public particulier. Un aéroport construit dans une montagne dans les Pyrénées, par exemple à côté d'Andorre. Oui. Ouais, ça c'est compté. Ça c'est de la croissance. Ça va ruisseler, ça je vous assure. Hop, on sait pas lequel c'était, mais c'est sûrement pas compté. Une prison? Oui, ça c'est compté. Une forêt, mais cette fois-ci coupée? Oui, tout à fait. Un système de vidéosurveillance? Oui, c'est compté. La production des armes? Oui, c'est compté. Une montagne préservée? Non. Et là, non. Être bien dans sa peau? Non. Bon, voilà, vous avez compris. J'inspire cette petite question d'un discours de Kennedy, un président marxiste américain. Il y en a beaucoup. Bon, il a certes été assassiné dans les 3 mois qui ont suivi ce discours, mais quand même, il concluait son petit discours en disant le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Ça valait bien le coup de se faire assassiner. Bon, ok, quand on compte ce genre de choses qui sont en fait techniquement de la prédation sur la nature et de la prédation sur les ressources, ce qui se passe quand vous contrôlez les entreprises et quand leur succès il est contrôlé uniquement par la capacité à générer de l'argent, mais il se passe un effet pervers qu'on appelle l'effet Cobra. Qui connaît l'effet Cobra? Personne. Si, je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent l'effet Cobra. Ok, je raconte l'histoire. En Inde, sous domination britannique. Inde sous domination britannique, donc le problème c'est qu'il y a des cobras dans la nature. Or, les Indiens, quand ils se font mordre par des cobras, ils travaillent plus parce qu'ils sont morts. Et ça, c'est embêtant. Donc, le gouvernement britannique se dit qu'il faut résoudre le problème et ils se disent qu'ils vont zigouiller des cobras. Pour ça, ils mettent une prime aux cobras. À chaque cobra tué, vous récupérez de l'argent. L'objectif étant que vous n'ayez plus de cobras à la fin. Très bien, ça se met en place. Ils récupèrent des cobras. Beaucoup de cobras. Beaucoup de cobras. Qu'est-ce qui s'est passé? Les élevages. Il y a des petits malins qui ont compris le truc et ils ont élevé des cobras. Non mais, l'objectif c'était peut-être d'éliminer les cobras dans la nature, mais la mesure pour vérifier à quel point on y arrivait, c'était le nombre de cobras qu'on ramène. On peut tout à fait ne pas respecter l'objectif, mais respecter la mesure. Ça a donné le nom du coup d'effet Cobra. De manière générale, quand vous établissez une règle, elle est toujours étudiée de manière à être contournée. Bon, à quoi ça ressemble que l'effet Cobra quand aujourd'hui on parle de questions climatiques? Le marché carbone? Ouais, le greenwashing, c'est un peu le même genre. L'incitation, c'est de faire des choses vertueuses, l'objectif, sauf que le moyen de mesure,
ben, c'est à quel point vous arrivez à vendre. Donc il ne faut pas forcément faire des choses, il faut faire croire que vous faites des choses, c'est pas pareil. Donc du coup, vous avez des exemples fabuleux. En Espagne, en 2008, ils avaient mis un tarif très fort pour l'installation d'installations photovoltaïques. Et toute l'électricité qui sortait de la centrale photovoltaïque était rachetée très fort. L'électricité qui sortait de la centrale photovoltaïque. Non. Du coup, ils ont découvert une sorte de production photovoltaïque la nuit. Innovation, miracle technologique. Ah non, centrale à fioul à l'intérieur de la centrale photovoltaïque. Effet Cobra. Bon, alors du coup, je viens de vous le dire, hein, la conséquence de l'effet Cobra à l'intérieur de l'économie actuelle, eh ben, c'est le greenwashing. Alors, stop groupe ADP, stop aux idées reçues sur le transport aérien. Nous sommes engagés dans la neutralité carbone en 2030. À Paris Aéroport en 2018, notre production d'énergie a satisfait 15% de nos besoins, blablabla, et nous sommes neutres en carbone objectif 2030. Super. C'est pas mal. Alors, ils ont tout compté, mais vraiment tout. Les touillettes à café, elles sont maintenant en bois recyclable. Les transports, on compense en plantant des arbres. L'électricité, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Le ciment, il est bio, tout ce que vous voulez. Voilà, je crois que tout y est. Qu'est-ce qu'il manque d'autre dans un aéroport? Les avions. Ah oui, les avions. Enfin, une bonne nouvelle, la France, premier producteur mondial de bioéthanol de betterave, avec des centaines de millions de bio-investissements, des milliers de bio-emplois créés, une production non bio-délocalisable, 60% de CO2 en moins, du carburant 30% moins cher à la biopompe, hein, une bio-betterave réserve bio-inépuisable d'énergie bio-renouvelable, c'est du bio-foutage de gueule. Une bouteille de gaz achetée, un geste pour la planète. C'est geste. Ok. Et ça, c'est pas à la limite le seul. Ça, vraiment, c'est le greenwashing bad game. Il y en a d'autres qui sont plus cyniques. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que vous arrivez à voir? Bouteille d'eau. Non. Forme cylindrique en métal. Gourde. La marque, c'est Swiss Air Deluxe. Non. C'est De l'air. 24 € la bouteille, 60 litres d'air comprimé. Non. Venu directement des alpages, Swiss Air Deluxe vous permet d'alimenter en air pur des montagnes suisses votre appartement hongkongais ou parisien. Voilà, et l'autre. C'est pas une blague? Et cette fois, non, c'est pas une blague. Je vais des fois faire des raccourcis, mais je dis a priori rien de faux. Et ça? De l'eau. La vodka. De la vodka, ouais. Marque Berg, et non, ça ressemble vachement à de la vodka, mais c'est pas Ouais, exactement c'est ça. L'odeur de montagne. C'est pas du glacier des Alpes, c'est pas de la neige, iceberg, exactement. Bah oui, un iceberg, tant que c'était là juste à faire couler les Titanic, bah, ça servait à rien, mais on est en train de se rendre compte qu'ils vont disparaître. Ah bah oui, bah d'un seul coup, ça donne valeur économique. Bon, voilà la logique économique qui n'est pas spécialement à faire des choses vertueuses, mais à faire croire qu'on en fait, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, voire même à tirer de l'argent tant qu'il y en a, hein, quand on est un peu cynique et qu'on fait des visites en hélicoptère au-dessus des derniers, particule connard, des derniers glaciers, des derniers glaciers avant qu'ils disparaissent. Ça, c'est carrément cynique. Bon, voilà. On doit faire confiance à ça, puisqu'après tout, le marché va régler le problème. C'est bien connu. Bon, moi, je veux bien un minimum y croire, mais en fait, tant qu'il n'y a que l'économie, il y a la valeur en euros qui se met à dire à quel point une action est pertinente ou pas, bah, vous aurez forcément ce genre d'effet pervers. On ne peut pas tout comparer avec uniquement des euros. Il y avait des gens qui proposaient, bon, il y a plein de théories, l'économie des donuts, pas des tas de trucs. Il y en a une qui me plaisait bien, c'est l'économie en triple capital. On ne peut faire que des faillites financières aujourd'hui. Faisons des faillites sociales, quand vous avez trop d'impact négatif sur la société, ou des faillites environnementales, quand vous êtes trop en train de défoncer l'environnement. Et créons des ponts, on va dire, pour de l'un à l'autre manière. La comptabilité en triple capital, ça s'appelle. Des idées comme ça qui peuvent exister. Mais tant qu'en tout cas, il n'y a que ça comme indicateur, bah ouais, forcément, vous avez le greenwashing et vous avez du gros n'importe quoi à la clé. Voilà, donc là vers quoi on se dirige, là d'où on part, et puis là le gouvernail. Wouhou! Pardon. Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer, tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage.
C'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Eh tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Eh tonton, on va faire comment? Vous la connaissez du coup. Bon, le chanteur, je pense que vous l'avez reconnu. La chanson? La course contre la honte. Dommage, vous avez passé à côté de l'occasion d'écouter 2 heures Laurent Alexandre. Pour rater un truc. Bon, quand en plus on voit à côté la crise de 2008, quand on voit qu'il y a un cargo qui bloque le canal de Suez, ça vous fout un sbeul pas possible, quand on voit le coronavirus qui vous met l'économie en vrac, bon, on peut se permettre de douter, et je me permets de douter. Je vais me permettre de douter, et du coup, en fait, je vais démissionner à ce moment-là de mon métier d'ingénieur en ingénierie. Et je démissionne, et puis en fait, je vais vous rejoindre. Parce qu'à l'époque, du coup, je me retrouve à rejoindre les militants climat sur Toulouse. Et puis voilà, à essayer de mener ma petite lutte dans mon coin, à essayer d'expliquer le problème, à essayer de parler avec les gens. Mon rôle préféré, c'était peacekeeper. J'adore découvrir ce que les gens ont à me dire. C'est vraiment, j'en reviendrai dessus après. Mais en fait, il y a un problème. Alors, le petit problème, il va pas forcément faire plaisir. Je vais essayer de prendre un peu des pincettes parce que je tire un minimum sur mon camp dans cette conférence. Mon camp, c'est vous, donc bon, Tu peux y aller. jetez-moi des chaussures et tout, là, si vous en avez marre. Bon, il y a un problème, c'est un problème de stats. C'est que quand on regarde dans les marches pour le climat, vous avez à peu près 52% dans une étude qui avait été faite dans les premières marches au climat. 52% des participants, c'est des classes sup. 44% ont un travail d'ingénieur, ou à peu près équivalent, bac plus 5 et compagnie. Et pire, dans ces gens-là, enfin au total, du coup, sur les participants, vous avez 27% des gens qui vont prendre un avion dans l'année qui va suivre, pour des raisons professionnelles ou personnelles. C'est embêtant. C'est embêtant parce que, en fait, on a un énorme biais en fait, au sein des militants climat, c'est qu'on se ressemble en fait. La plupart, je vous connais pas tous, mais voilà, moi j'ai fait bac plus 5, puis je me dis, parce que je me suis fait chier derrière mon ordinateur, qu'il faut absolument faire un truc pour le climat, mais j'ai le temps de me faire chier en fait, j'ai le temps de me poser ces questions-là. Il y en a plein qui n'en ont pas ce temps, et il y en a plein qui n'ont pas non plus les moyens, parce que quand tu as des gamins, quand tu as un emprunt ou n'importe quoi, c'est pas, ou quand tu as un emploi qui est harassant, qui fait que quand tu arrives chez toi tu es crevé, c'est un peu compliqué de poser des grandes questions existentielles sur l'avenir du climat. Ton problème, il est déjà à la fin du mois, quoi. D'où les fameux slogans, fin du monde, fin du mois, même combat. On est bien d'accord. Néanmoins, à l'époque, c'est absolument pas gagné. Je sais pas exactement si vous vous souvenez, en 2017, lutte sociale, lutte climatique, c'était pas encore parfaitement l'intersectionnalité. Bon, après, il faut se méfier des phrases avec des stats. Il y a plusieurs biais. D'abord, c'est en centre-ville. Bah oui, automatiquement, vous avez des cadres en centre-ville. Il y en a un petit peu moins quand on habite à Font-Romeu ou quand on habite, comme moi maintenant, dans un patelin de 150 habitants. C'est un peu plus... Là, vous avez moins de cadres. Donc évidemment, s'il y a des manifs là-bas, ce serait plus des populations rurales. De toute façon, avec les stats, il faut se méfier. Comme on dit, 90% des phrases qui contiennent des statistiques paraissent convaincantes. Bon, donc du coup, grosso modo, on avait à peu près les mêmes modes de vie. On était là en train d'essayer de lutter pour un truc, mais on ne connaissait pas exactement la réalité du terrain. Et là, en fait, je me retrouve face à un vrai problème à ce moment-là. C'est qu'il y a tout un imaginaire derrière le changement climatique et derrière les bons comportements qui est un petit peu flippant sur les bords. Voici le dépliant de Image Doc d'un petit magazine. Alors, toi aussi, fais la chasse au gaspille. Ok, choisis ton camp. À ma droite, chez les gaspilles. À ma gauche, chez les écolos. Qu'est-ce que l'on voit sur cette magnifique carte ? Chez les Gaspilles, vous avez Madame Gaspille qui est là, on peut l'appeler Madame Prolo, ça marche aussi. Donc vous avez Madame Prolo qui est là avec la clope au bec, dans sa bagnole triomphante en train de montrer sa baguette de pain qu'elle est allée acheter à la boulangerie, pendant que vous avez Monsieur Gaspille qui est en train de balancer le papier par terre parce qu'après tout, pourquoi pas. Et derrière, vous avez leur fumée, la fumée qui s'échappe de leur maison, on a l'impression qu'ils font brûler directement du charbon à la pelle en dessous. Tranquille. Et chez Monsieur Écolo, on vit en respectant la planète, donc on a des panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires, c'est le nec plus ultra à l'époque de ce qu'est un comportement vertueux. Vous avez donc les vêtements qui sèchent dehors, il est en train de chercher ses bio-poireaux avec son bio-vélo, et du coup, il est là, tranquillement en train de rentrer, pendant que leur petit enfant à lunettes, qui lui, n'a pas la clope au bec, est en train de jouer avec le chien. Tout va bien.
Et ça continue. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré dans un magazine de vulgarisation de sciences d'un conférencier gesticulant qui parle d'économie sociale et solidaire, dont la gamine, 7 ans, est quand même vachement éveillée pour m'avoir donné ce truc-là. Je trouve qu'à 7 ans, pour s'être rendu compte du problème qu'il y avait là-dedans, il faut avoir réussi un truc. Bon, il y a tout, hein, vraiment, pour le coup, vous avez tous les clichés du monde. Et vas-y, que ici, qu'est-ce qui se passe? Avec sa gueule de beauf, en train d'arroser en plein jour, elle a foutu le bordel partout, elle mange le frigo, elle se goinfre au sucre, classique, les prolos. Et là, vous avez les écolos, hein, qui sont là en train de récupérer la pluie du jardin, ils réparent bien la cuvette des toilettes, parce que c'est important de couper l'eau lorsqu'on se brosse les dents à la cuvette des toilettes. Il a même un poster de Georges Brassens, ça, si c'est pas un gars sympa. Bon, moi, je précise qu'aujourd'hui je travaille dans l'installation de panneaux photovoltaïques. Mais c'est-à-dire que des fois quand je vois ce genre de choses, le panneau photovoltaïque, je me demande s'il n'y a pas un petit rapport avec ce genre de choses. Mettre panneau photovoltaïque, c'est qui vous résout tous les problèmes. Il fait revenir les traînées, il guérit les problèmes d'impuissance, succès dans le couple, dans la vie, il vous ramène l'argent de manière absolument certaine. Ne soyez pas désespérés, chaque problème a une solution. Et le panneau solaire, c'est une solution évidente. Hein. Bon. Il restaure les calottes polaires. Alors figurez-vous, vous n'êtes pas très loin. Quand j'ai commencé à prendre mon emploi, donc j'ai un de mes chefs qui a commencé à m'expliquer, donc un grand fervent de poser des panneaux photovoltaïques, là où ça ramène des sous. Il y a une petite subtilité. Qui m'explique que le panneau photovoltaïque... Non, qui m'explique pas à moi, en fait, il a expliqué à une journaliste. La journaliste n'a pas bronché. Elle a expliqué à une journaliste que le panneau photovoltaïque, il séquestrait du carbone. Donc, il s'agit évidemment d'un plan de panneau photovoltaïque. Vous plantez le panneau photovoltaïque en forme de graine. Hein. Lors de sa croissance, il se met à attraper le carbone, puis il fait des bébés panneaux photovoltaïques au niveau de ses racines, comme les patates. Hein. Vous le déterrez à la bêche et puis vous le posez sur votre toit. Je ne vois aucune autre explication. Et ce qui est fabuleux, c'est que la journaliste a l'air d'avoir trouvé ça crédible, elle n'a posé aucune question. Donc, tout va très bien. On m'a expliqué... Qu'est-ce qu'on m'a expliqué d'autre cette fois-ci? Le panneau photovoltaïque permet de réduire les intrants dans une ferme. Les intrants, c'est ce que vous filez aux vaches à nourrir. Ah, faut pas me demander à moi pourquoi. Et enfin, j'ai quand même entendu à nouveau de ce même bonhomme qu'avec tous les panneaux solaires qu'on a mis sur les toitures de Lozère, si on n'arrive pas à résoudre le problème climatique, c'est que la planète, de toute façon, a été foutue. Si lorsque l'on mange de la viande de Lozère, on n'est pas en train de faire un bon geste pour le climat, c'est clairement qu'on ne peut rien faire. On est d'accord, ça me paraît limpide. Bon, là, il y a vraiment un truc qui est important, parce que je lui ai rappelé à un moment, bon, il me semble que le panneau solaire, ça produit quand même un peu de CO2 par kilowattheure produit. C'est selon l'ADEME, parce que c'est fabriqué en Chine et tout, 55 grammes de CO2 par kilowattheure. L'éolien, 17, l'hydraulique, 12, un truc comme ça, le nucléaire, 6 à 12, selon comment on regarde. Et alors, il me dit un truc genre, moi, je crois pas que ces chiffres-là, ils soient justes. Ouais, moi aussi. J'ai un peu taffé la question, et a priori ici. Parce qu'en fait, ce brave homme était en train évidemment de m'expliquer que quand on met le panneau solaire sur le toit, bah, il produit de l'électricité, elle est toute belle. Tu vois pas de la fumée noire qui s'échappe comme de chez les prolos. N'est-ce pas? Parce que ce brave homme n'avait pas compris le concept d'empreinte carbone. Tout le monde est au clair avec l'empreinte carbone, Joseph, ou pas? Oui, je suis pas sûr, Joseph pas. Allez, empreinte carbone. J'ai une magnifique cimenterie en France. Disons que pour produire son ciment, la demande nominale, elle émet 100 en CO2. Sauf que, bah moi je suis embêté parce qu'il y a plein de réglementations écologiques et tout, faut pas pourrir le sol, faut pas pourrir la flotte en France, c'est pénible. Du coup, on est obligé d'utiliser des trucs qui filtrent bien, des trucs qui séquestrent bien les pollutions et tout le bazar. Bref, ça coûte de l'argent. Or, moi, mon problème, c'est évidemment de respecter la logique économique, donc de gagner plein d'argent. Que puis-je faire pour ça? Et en plus, on me demande de faire un geste pour le climat. Je prends mon entreprise qui produit 100 en CO2 en France, et je la dégage, disons, je sais pas moi, Albanie, Roumanie, n'importe où, à un endroit en Europe de l'Est. Ouais, peut-être pas si. Disons peu importe, en truc en I. On le met en truc en I. Dans le truc en I, bah, ça tombe bien, les réglementations écologiques et sociales, elles sont moins fortes, parce qu'après tout, pourrir la terre ou zigouiller des gens, c'est un peu moins mal vu là-bas qu'ici. Donc du coup, comme en plus vous n'avez pas envie de transposer les mêmes machines, vous les vendez à des gens qui ont envie de bien faire, puis vous achetez des machines pourries aux gens sur place qui ont envie de moins bien faire. Donc pour reproduire la même quantité de ciment, cette fois-ci vous n'émettez pas 100 en CO2, mais 120, parce que les machines sont d'un peu moins bonne qualité, les réglementations sont plus light, tranquillou. Vous étiez à 100, vous êtes maintenant à 120. Sauf qu'en plus, vous avez 10 pour passer d'ici à là, puis 10 pour passer de là à ici. À ma base, 100
pour produire mon ciment. À la fin, 140 pour produire mon ciment. Oui, mais j'étais à 100, je suis à 0. Maintenant, c'est plus chez moi. Bon, j'étais à 0, je passe à 140. D'accord. Vous avez donc là-dedans réduit les émissions carbone. Sur votre territoire, vous avez 100 en moins. Vous avez augmenté votre empreinte carbone. Vous avez augmenté de 40 à quel point vous émettez du CO2 pour obtenir votre ciment. Bizarrement, la plupart des engagements écologiques, de la part de nos grands chers dirigeants clairvoyants et élites, c'est plutôt sur l'émission, pas trop sur l'empreinte. Mais le panneau solaire, c'est la même. C'est pas chez nous que ça produit, que ça pollue. Ouais, bon, d'accord. Mais ça pourrit bien à un autre endroit. On les fabrique pas chez nous. C'est un niveau un petit peu trop élevé pour mon brave interlocuteur. Bon, voilà, puis alors après, donc ça, là, je vous raconte ce que j'ai vécu lorsque je suis arrivé dans mon taf actuel, mais après, comme je vous disais, moi, mon dada, c'était peacekeeper. Un peu ma synthèse par rapport à ça, c'est que c'est moins le problème de d'où vient l'énergie que qu'est-ce qu'on en fait, en fait, hein, fondamentalement. C'est beaucoup plus ça le problème. Et donc, quand j'étais peacekeeper, alors là, j'ai eu droit à tous les genres de discours. Oui, mais nous, Société Générale, on donne 10 millions pour l'intégration des personnes trans dans je sais pas quoi. Ah bah c'est très bien. Quand on fait 44 milliards d'actifs carbonés. Milliards, tout le monde est au clair. 1 million de secondes. 30 ans. 30 ans, non quand même pas. 1 million de secondes, 10 jours. 10 jours et demi, il y a quelques. 1 milliard de secondes 30 ans, oui, cette fois-ci c'est 31 et quelques. 1 million, 1 milliard, c'est pas du tout pareil, d'accord? Qu'est-ce qu'on me raconte d'autre? Alors, on me raconte, oui, mais on n'est pas sûr. Oui. Je ne suis pas absolument sûr que si je fume, je vais mourir d'un cancer des poumons. On est bien d'accord. Je pourrais tout à fait me faire renverser par un 36 tonnes en allant chercher du travail en traversant la rue. Néanmoins, ça ne me donne pas pour autant envie de fumer. Hein. C'est pas parce que c'est rigoureusement établi que j'ai forcément envie de prendre un max de risques. On va innover. On va innover. Alors, je ne vous cache pas que ces dernières années, l'innovation elle a plus pris la forme de sociétés écran à droite à gauche pour innover, pour éviter l'impôt. Mais si on accepte ce genre d'innovation, bah, quand j'entends ce genre de choses, ce que j'entends c'est... Vous connaissez le chat? Le chat. Oui. Miaou. Je faisais la poule tout à l'heure. Là, c'est le chat. Hein, le chat, donc avec mon grand talent de dessinateur... Ah d'accord, ok. Allez, je mets une moustache, je suis sympa. Et une queue. Bon, c'est un chat un peu... bon, il est un peu pris un peu gras. Le chat possède une propriété physique très intéressante. Lorsque vous le jetez en l'air, il retombe sur ses pattes, du moins tant qu'il est vivant. La tartine. Vous me voyez arriver maintenant. La tartine possède une propriété très intéressante aussi. Lorsqu'elle est beurrée, vous la jetez en l'air, elle retombe du côté beurré. Bon, très bien. Attachez maintenant à l'aide d'un système de sangle votre tartine beurrée avec votre chat, jetez le tout en l'air. Bah, ça tourne, le chat doit tomber. Mais non, la tartine, mais non, le chat, mais non, la tartine. Bien. Mettez donc à partir de là quelques aimants permanents ici, là, bon voilà, ce genre de truc. Vous foutez de quoi faire tourner un alternateur. Vous vous débrouillez pour garder le chat le long d'un axe, et il vous reste à nourrir le chat pour pas qu'il meure, donc je sais pas, on peut imaginer un système de captation qui lui envoie directement des croquettes dans la bouche. Bon. Il y a tout un débat d'ingénierie à faire, mais voilà, ça pour moi c'est l'innovation telle qu'on l'entend aujourd'hui. Je sais pas, à un moment, quand dans un plan pour réussir à être soutenable à long terme, il y a besoin d'un espèce de miracle de ce type-là, c'est pas un plan, c'est un mauvais scénario d'Avenger. Après, qu'est-ce qu'on me raconte d'autre Ouais, bon, enfin bon, bref, je vais passer. Mais de manière générale, je sais pas, plutôt que de chercher des solutions aux conséquences, moi j'ai une solution simple, hein. On arrête d'alimenter les causes. On n'a plus les conséquences. Un peu, ouais, je suis pas très technophile. Bon, et alors le pire, c'est que du coup, par rapport à ce truc-là, fondamentalement, l'économie, ça reste une convention humaine. On peut négocier, on peut se dire en claquant des doigts, hop, ta dette est supprimée, et puis la dette est supprimée. Parce que c'est juste une convention qu'on se met entre humains. C'est juste une question de s'organiser, hein, d'une certaine manière, l'économie. Qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce que ce genre de choses. Ça, c'est un peu moins une convention humaine. Lorsqu'on devra négocier avec un incendie, il a de bons arguments. Il va un peu vous cramer. Voilà, en fait, du coup, face à ce genre de constat, par rapport à mes collègues que ça intéressait relativement peu, par rapport aux militants climat qui, à l'époque, étaient quand même pas forcément très conscients du fait que nos solutions, notre espèce de petit microcosme se transforme d'endogamie, on est entre nous, enfin, de manière générale, on se mélange assez peu avec des gens qui sont vraiment, mais vraiment pas de notre monde. Je trouve pas vraiment de solution, et du coup,
2018, début 2018, c'est le moment où en plus la collapsologie se met à exploser. J'abandonne, je me casse, je pars en direction de ma montagne, je vais revivre dans la maison familiale et je vais m'occuper de trucs qui me paraissent vachement plus importants et vachement plus intéressants que de ces trucs-là. Devenir un véritable petit colibri dans mon coin. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe, que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue de ma raison. Faire vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé. Ok, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon costume de consultant en consulting au début. Du coup, ça n'a pas de sens que je mette maintenant ma tenue d'apiculteur. Donc voilà, tant pis. Parce qu'à défaut de devenir agriculteur, je vais redevenir apiculteur. Mon père voulait s'occuper d'abeilles en fait. Et pendant longtemps, il avait très envie de quitter un peu son boulot à l'ONF et de plus retourner dans la nature, s'occuper des insectes, ça le passionnait, et particulièrement de l'apiculture. Il avait un groupe de copains avec lesquels il se filait du matériel, il se donnait des coups de main, et le truc c'est qu'il n'a jamais pu vraiment faire son métier parce qu'il y avait l'emprunt remboursé, parce qu'il y avait le traitement de ma mère, parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient que c'était un peu compliqué. Et quand j'étais en train de m'ennuyer, comme Jaja chez Airbus dans les réunions interminables, ce que j'ai commencé à faire, c'est une liste des choses que je voulais faire avant qu'il soit trop tard. C'est trop tard pour en prendre un peu n'importe quelle forme, du genre... avant d'avoir trop de problèmes d'argent, avant d'avoir un emprunt, avant d'avoir une famille, avant d'avoir... Et entre autres, je me suis dit, tiens, je vais me occuper des abeilles. Ça faisait partie des choses que je voulais récupérer de mon père, puisque maintenant qu'il était parti, faute de lui l'avoir fait, moi je voulais le faire un peu pour lui, pour sentimentalisme, on dirait. Et du coup, je pars dans mes montagnes, et puis alors là, c'est le combo parfait du colibri. Alors il y a quoi dans les gestes de colibri? Ouais, pipi sous la douche. Ouais. Éteindre l'eau pour se brosser les dents. L'eau pour les dents, ouais. Ah non, mais colibri supérieur quand même. Hein. Ouais, j'étais au mode. Je fais mon salon. Mon savon, pardon, pas mon salon. Si, mon salon aussi. Mais je fais mon savon. Je fais. Ouais, tu dis l'agriculture, la perma, ouais, c'est ça. Compost. Plus les cheveux, tu te fasses Le compost. Ouais, j'avais plus de cheveux. Mais voilà, vous les avez tous. Il manquait quelques petits gestes importants du genre foutre le feu à une multinationale et zibouiller un capitaliste, mais je les avais à peu près tous. Donc je me retrouve à faire ça, puis je m'occupe de mes abeilles, puis franchement je vis plutôt heureux dans mon coin en étant coupé d'à peu près tout. Il n'y a pas de rapport du GIEC en plus cette année-là. Et ça se passe plutôt bien, mais alors il y a une réflexion quand même, parce que je participe sur des groupes en ligne de réflexion sur différents sujets. Et à un moment je vois une étude, mais alors claquée au sol as fuck, qui consiste à regarder le coût du service écologique des abeilles. Ça tombe bien, c'est mon domaine. Et ouais, les petites abeilles là. Quand elles sont là avec leurs petites ailes en faisant bzz là tout bêtement, en allant chercher des fleurs et puis en foutant du pollen dans les fleurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent du CO2, non? Non, elles créent pas trop de CO2, mais... Du PIB. Eh ben non. Elles rendent un service écosystème. Ouais, elles rendent un service, mais rendre un service c'est un truc de gauchiste ça, on s'en fout complètement. Non, elles nous volent notre travail. Non mais techniquement, on fait disparaître toutes les abeilles, il va bien falloir polliniser tous les trucs avec lesquels on se nourrit. Et ça crée de l'emploi, on est bien d'accord. De toute façon, si vous le faites pas, vous mourrez. Donc du coup on va le faire, donc du PIB. 289 milliards d'euros de PIB si on se met à exterminer les abeilles en service écosystémique qu'il faudra rembourser. Je crois qu'à la base c'était supposé être un argument pour dire qu'il fallait garder les abeilles. Je sais pas, je suis pas absolument sûr de la réception de l'argument. Et alors, c'est le moment magique où je m'intéresse aux économistes. Ah, je vous ai dit tout le bien que je pensais de l'économie tout à l'heure, hein, mais alors là... Connaissez-vous William Nordhaus? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a déjà un minimum entendu parler de Nordhaus? Personne? Oh, ok. Je vais faire un petit plaisir. William Nordhaus est un des premiers économistes à s'être intéressé à la question climatique et a proposé un modèle pour chiffrer le coût du changement climatique. Ou plutôt pour chiffrer à quel point le changement climatique allait poser des problèmes. Alors, je fais une vraie synthèse, enfin une synthèse, c'est pas une vraie synthèse, mais je fais une synthèse un peu vulgaire de ce qu'il a pu raconter, mais en gros, ce brave homme nous fait un tas de calculs très savants pour nous dire que ça, c'est les degrés d'augmentation Celsius, hein, ok, et ça, c'est les pourcents de PIB que vous gagnez. Ouais, vous avez un petit indice sur le fait que c'est en positif. Alors, en vrai, il y a un peu de négatif. Ok, 0 degré, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, c'est normal.
Et qu'est-ce que c'est normal pour un économiste? C'est 2% de croissance tous les ans jusqu'à 2100. Évidemment. Ok, si on monte à 1 degré, d'après vous, pourquoi ça monterait? Pourquoi on consommerait plus? La clim. Ah, voilà. Ce genre de choses, effectivement. On peut se dire, ouais, la clim, il y a des tas de petites... franchement, je ne sais pas exactement quel genre de calcul ce mec a fait. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que à 3,5 degrés, vous avez l'espèce de maximum pour lequel à la fois ça pète plein de trucs, mais à la fois du coup il faut les réparer, et à la fois ouais ça fait des morts, mais ça va, c'est pas trop coûteux. Après il vous explique que bon, ça finit par se casser la gueule, et si on est à plus 6 degrés Celsius, on perd 10% de PIB. Ouais, alors c'est 10% parmi 2% par an. D'accord, donc à la fin du siècle, vous êtes à 85%, 90% de croissance, vous êtes à 80 seulement. Oui, parce qu'il est évidemment pas vraiment conçu qu'il y ait de la décroissance là-dedans. Il faut faire quelque chose. Donc, qu'on s'entende bien, moins 4 degrés et demi, vous avez 120 mètres de flotte, vous avez la moitié des pays d'Europe du Nord qui sont recouverts de glace. C'est le bordel. Plus 6 degrés, moins 10%. Sur la hausse de 90%. Alors, comment on arrive à ce genre de calcul? Voilà, je sais pas. Non mais je veux dire, il a eu le prix Nobel d'économie, hein, pour ça, pour ce travail. Il y a Antonin Potier, un économiste qui est très critique de ces travaux-là, qui dit que c'est un des plus grands criminels de nos temps. Parce qu'avec ce genre de truc, il a conforté dans le fait que c'est un épiphénomène, on verra au XXIe siècle. Hein. Alors, je sais pas, ouais, donc vous avez dit les clims, on peut voilà, considérer que comme de toute façon tout le monde travaille dans des bureaux d'études, hein, pas tous les gens sérieux, il n'y a pas de prolos qui travaillent dehors, ça. Non, on travaille tous derrière un ordinateur, donc il faut de la clim, donc du coup, pouf, ça augmente la quantité de clim vendue. On peut imaginer, je sais pas moi, les ouvriers qui bossent dehors, pendant l'hiver, ils vont travailler plus longtemps dehors, puisqu'il fait plus chaud. Si vous trouvez ça très con, c'est que vous n'êtes pas assez économiste. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Je sais pas, Enfin bon, je sais pas. Et c'est aussi intelligent ce genre de raisonnement. Je parlais de réductionnisme tout à l'heure par rapport au carbone. C'est aussi intelligent que de se dire ouais bon, ma tête c'est 10% de mon poids. Si je m'enlève la tête, je marcherai 10% moins bien. N'hésitez pas à essayer. Bon, et après il y a un petit début d'indice. Hein. C'est que quand ils font ce genre de calcul, quand il y a un truc qu'ils savent pas estimer, genre ça coûte combien de faire disparaître la barrière de corail? Vous savez? Bah non, et lui non plus, donc il dit 0. Non mais c'est à peine une blague. Hein. Je vous assure qu'en fait, quand vous savez pas, vous dites 0 pour le besoin du modèle, puis à la fin vous mettez une petite astérix en disant on n'a pas tout pris en compte parce qu'on ne peut pas tout calculer. Ça me rappelle, Antonin Potier toujours qui l'utilise. Imaginez un conservateur de musée qui vous explique l'âge du dinosaure que vous voyez en face de vous, c'est 100 millions d'années et 7 ans. Pourquoi il a 7 ans? Alors ça fait 7 ans qu'il est sur le poste, donc il est sûr des 7 ans, c'est 100 millions d'années quand il est arrivé, donc maintenant c'est 100 millions d'années et 7 ans. C'est-à-dire on mélange des trucs sur lesquels on est très sûr et des trucs sur lesquels on n'a aucune putain d'idée. Et voilà. D'autres modèles économiques. Bon. Nordal? Tu le veux? Nordhaus. Son modèle c'est Dice Rice. J'ai dû l'étudier un peu plus tard dans mes études. C'est vraiment les modèles économiques, c'est très rigolo. Dites-moi ce que vous voulez avoir en résultat, je vous dirai ce que je mets en entrée. C'est vraiment, vous avez des fois entre la fonction de dommage qui vous calcule à quel point ça fait des dégâts dans la nature à la fin et les hypothèses initiales, un rapport direct. Vous faites x2 dans les hypothèses initiales, vous avez x2 dans les dégâts à la fin. Genre, vous pouvez imaginer une fonction de à quel point la nature peut encaisser les degrés. Vous l'inventez, vous la créez, elle peut encaisser 0,5 degrés tous les ans. Oh ben il n'y a plus de problème climatique, voilà, ça y est, 0,5 degrés tous les ans, on est bon. Non, mais, enfin, les modèles économiques, ça en dit plus long sur ce que les modélisateurs voudraient qu'il advienne que sur la réalité. À mon avis. Bon, donc d'un côté j'ai ce genre de choses, de l'autre, en fait je suis en pleine zone rurale, et qu'est-ce que je trouve en pleine zone rurale? Rien en fait, hein, globalement. Globalement, vous avez des champs et puis des gens qui sont là et qui vivent leur vie comme ils peuvent. Et alors, là où j'habite, donc là où ont décidé d'aménager mes parents voulaient absolument vivre en montagne pendant un temps, c'est pour ça qu'on a déménagé. Mais ils avaient aussi pour objectif d'un jour vivre à Prades. Vous voyez où c'est Prades ou pas?
Ouais, c'est les Pyrénées-Orientales. En fait, c'est en bas des montagnes. C'est juste à la porte, au pied du Canigou, qui n'est pas une marque de croquettes, mais qui est une magnifique montagne. C'est au pied du Canigou et c'est connu parce que c'est la ville... Jean Castex. Jean Castex, voilà, exactement. Notre célèbre Premier ministre. Donc, mes parents voulaient un jour aller à Prades, mais bon, en attendant, donc, c'était installé sur Font-Romeu, ou à côté de Font-Romeu en tout cas. Donc moi, je retourne à Font-Romeu, et les gens qui habitent là-bas, c'est des saisonniers, c'est des gens qui vivent comme ils peuvent. Enfin, vous n'avez pas de... Ils aimeraient bien la vendre, mais il n'y a pas de Silicon Valley en France, dans les Pyrénées-Orientales. Donc en fait, il y a finalement assez peu de gens qui sont de ma catégorie socio-professionnelle. Et alors, le problème à Font-Romeu, c'est que le plateau Cerdan, le plateau dans lequel on habite, est à 1200 mètres d'altitude. 1200 mètres, c'est haut. C'est-à-dire que vous avez l'été qui est court, l'hiver qui est long. Du coup, vous n'avez pas tant de terre arable que ça. Ce qui fait que l'autonomie alimentaire, c'est un peu faible. Alors, j'essaie bien de faire planter des trucs, de pousser des trucs, hein, mais première neige au 28 septembre, ça vous calme assez vite votre jardin potager. 30 cm de neige au 28 septembre. Il n'y a pas énormément de terres agricoles. Celles qu'il y a, elles sont assez valorisées, assez prisées. Et alors, en 2019, je me retrouve face à un truc absolument fabuleux. Vers chez moi, on invente un truc qu'on a inventé il y a 40 ans dans les grandes villes et qui s'appelle une zone commerciale juste à côté d'un village. Vous voyez ce genre de truc hyper intelligent, vous devez y aller en voiture, enfin le truc, la fuite en avant. On implante donc une zone commerciale avec dedans l'égérie d'une zone commerciale de merde. McDo. Oh, ça me fait plaisir, vous l'ayez direct. On fout un putain de McDo au milieu des terres arables, alors que tous les agriculteurs du coin vous disent qu'il n'y a pas assez de terre pour nourrir nos bêtes, pour réussir à produire de la nourriture. Sachant qu'un McDo, il y en a un à 8 km à vol d'oiseau, mais il est en Espagne, parce que je suis à la frontière. C'est pas chez nous, en Espagne. Donc, il fallait aussi un McDo. Sinon, on est moins développé. Et le fait est que... Non mais c'est vraiment un argument qu'on va me sortir. On va me dire, ça y est, il y a la civilisation qui arrive jusque nous. Civilisation dans ton McDo. Enfin, bon. Et je dois reconnaître que là, c'est vraiment un grand moment de désarroi de me confronter à des gens qui subissent un peu le dépeuplement dans les campagnes, qui subissent qui se sentent isolés en fait. Parce que c'est vrai, pour aller dans une zone commerciale la plus proche, pour une grande ville, Toulouse c'est à 2h30, Barcelone c'est 1h30, Perpignan 1h30, on est perdu au milieu de rien. Et donc leur McDo, effectivement, ils voyaient ça comme un truc très positif. Et on a également foutu un énorme carrefour avec des grandes baies vitrées. Et je me souviens en discutant dans un entretien avec une femme, elle m'explique que c'est génial parce qu'on peut maintenant voir les montagnes quand on fait nos courses. Tu la voyais aussi bien avant, ta montagne. C'est pas bon, bref. C'est magnifique. Et alors là, vraiment, j'ai un grand moment de questionnement sur mais d'où ça vient, pourquoi cet imaginaire, en fait. Et alors, j'ai un petit bout d'indice qui est l'arrivée d'un copain qui m'envoie un article fabuleux. Un article fabuleux, c'est un édito d'un certain Jean de Kergizio de Carvaz-Douai. Quand vous avez deux particules, parce qu'une seule, c'est un peu prolo, normalement, vous voyez d'où vous parlez. Ok, petit exercice. Si vous deviez trouver tous les clichés de merde sur les écolos. Allez, lâchez-vous. Qu'est-ce que vous connaissez? Les clichés de merde qu'on a pu vous faire? Le cannabis, les pieds, l'odeur. La quinoa. Ah, le RSA. Tu m'entends bien tout à l'heure? Vélo, du cheveu long. Le vélo. Ah, il y en a trop. Mais vous les avez tous, d'habitude c'est plus compliqué pour les faire obtenir. Ils sont tristes, mais... Ok. Dépressif. Ouais, ah, c'est ça. Allez, faites-moi plaisir. Encore plus loin du coup, quand on est vraiment déprimé et qu'on ne croit plus en la vie. Suicidaire. Ouais, suicidaire, et donc Mort. Ouais, non, mais les enfants, on veut plus d'enfants, ce genre de choses. Il y a la totalité. Mais non, personne ne veut d'enfants chez les écolos. Ah oui, non, ils veulent pas d'enfants. C'est bien connu. Des croissants. Bon, Jean de Carvizio de Carvaz-Douai. Qui est-il? Les Amish. Oh, parfait, bien. C'est écrit en 2020, d'accord? Jean de Carvizio de Carvaz-Douai est un économiste de la santé, ancien titulaire de la chaire d'économie et de gestion des services de santé du Conservatoire national des arts et métiers, membre de l'Académie des technologies, directeur général des hôpitaux, doctorant de l'université Cornell en philosophie, c'est un philosophe. Il a 76 ans, donc 77 sans doute maintenant, et il est officier de la Légion d'honneur. Vous
savez le point commun entre un anus et un officier de la Légion d'honneur? La même forme, la même forme. Ouais, la Légion d'honneur, comme l'anus, sont petits, rouges, fripés, il y a souvent une grosse merde derrière. Il a donc écrit une magnifique dystopie, où en fait il imagine si ce grand ennemi du capitalisme, ce radical de... Écolo. Ouais, écolo, mais lequel? Décroissant. Nicolas Hulot. Non, c'est pas Nicolas Hulot, malheureusement, c'est l'autre. Putain, j'ai vraiment un blanc en plus là. L'écolo de service à la con. Pierre Rabhi. Non, pas de Rugy, merde, le mec qui a la tête. Oh putain, Jadot, merci. Ah, je m'en veux, c'est un trou énorme. Ouais, voilà. Si cet énorme radical ennemi du capitalisme de Yannick Jadot était élu en 2022, que se passerait-il l'hiver 2026? Accrochez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? L'odeur, le RSA, le cannabis, le temps de travail, la technophobie, ouais. Alors, les naissances. Tiens, allez, voilà, les naissances. C'est moi qui l'ai dit, je vais pas prendre les naissances. Le travail. La France, contrainte de sortir de l'euro depuis 2024, frappe de nouveau sa monnaie et est revenue au franc. Les partenaires de la France ont épuisé leur capital et confiance lorsque le débat a porté sur le non-remboursement de la dette, in extremis remis à plus tard. Non seulement la dette accumulée du Covid a continué à se creuser, mais comme l'avait suggéré la Convention citoyenne, la durée de travail est fixée à 28 heures. Et de surcroît, comme reprenant les propositions de Yannick Jadot pendant la campagne présidentielle, l'âge de retraite pour un nombre significatif de travailleurs est fixé à 55 ans. Un revenu universel est versé aux Français. Et en conséquence, la France est tenue d'emprunter chaque mois à des taux plus élevés que ses voisins. La charge de la dette est devenue le premier poste de dépense budgétaire et engloutit la totalité de l'impôt sur le revenu. Du fait du bannissement du moteur diesel, les grandes entreprises françaises de l'automobile ont déplacé leur production en Afrique et dans les pays d'Europe de l'Est. Il en est de même d'Airbus, touché par la crise et particulièrement pénalisé en France où l'on ne veut plus d'aéronautique. Dès 2021, le gouvernement a interdit les liaisons aériennes. Et comme la 5G est également interdite en France, tous les chercheurs, tous les créateurs, tous les bureaux d'études ont déménagé. Sans déconner, il y en a 3 pages. Je ne me cache pas le plaisir de vous faire la conclusion. Le zéro pesticide a aussi fait la joie des poux. Il n'épargne plus les adultes. Les hommes se rasent. Les femmes les plus coquettes tentent sans succès des décoctions à base de plantes. Et sur internet on trouve des tutoriels dont le fameux « Comment mieux s'épouiller que des babouins ». Le Tour de France, banni de Lyon par son maire en 2020, a vu cette interdiction s'étendre à la France entière. Il s'appelle le Tour d'Allemagne. La Marseillaise, trop belliqueuse, a été remplacée par un poème de Greta Thunberg. Avec pour fond sonore une bande reproduisant des cris de dauphins et des chants d'oiseaux. Mais heureusement, comme l'avait promis Yannick Jadot lors de sa campagne en 2017, le cannabis est autorisé. Toutes ces difficultés se noient donc dans un brouillard psychédélique qui permet d'attendre le printemps. Non mais j'ai rien inventé, hein. Vous tapez hiver 2026 Carvès Doué et vous le retrouvez, franchement c'est... On m'a dit oui mais c'est une caricature. Ah ouais. Bon. Voilà. Donc dans les cercles qui pensent, on n'y est pas tout à fait. Dans l'imaginaire collectif, bah, c'est un peu nourri à ça. Qu'est-ce qui me reste? La voie individuelle, ça marche moyen. La voie militante, ça marche moyen. Le Seigneur. Quoi? T'as dit le Seigneur? Le Seigneur. Eh bien, on n'en est pas loin. Hein, la fameuse voie de la sagesse, l'écologie spirituelle et tout le bazar. Je vais peut-être pas me faire des copains. Ok, à l'époque, dans les Pyrénées, je me retrouve pas très loin de chez moi. Il y a un éco-forum d'éco-conception sur les éco-projets. Dans un éco-village. Et quand on a autant d'éco consécutifs sans le moindre éco, c'est souvent de la déco. Donc,
Je vais essayer de vous mimer ce grand moment. À l'époque, oui, alors il faut savoir que quand je suis parti de Toulouse, je suis reparti chez moi et en fait je suis pas parti complètement au hasard. En fait. Je suis à la base rentré parce qu'on me proposait de devenir prof. Donc là j'avais toute une descente sociale monstrueuse, c'est-à-dire que j'étais ingénieur, je deviens chômeur, puis RSAiste, puis prof. Ouais, je taquine parce qu'en fait c'était vraiment la meilleure année de ma vie pour le moment en termes professionnels. J'adore ce métier. Mais voilà, bon, donc en tout cas j'étais prof à l'époque. De physique, chimie. Terrible. Je vous laisse, je reproduis un peu cette scène. Et bonjour. Donc, je m'appelle Arnaud. Il y a le forum. C'est ici le forum sur les éco-projets. Je vois. Enfin, c'est très joli. Je veux dire cette basilique reconstituée. Balèze, ça a dû vous coûter cher. C'est super sympa. Mais c'est un forum. C'est dans la salle à côté. La salle à côté. Ok, d'accord. Celle avec les tapis indiens en cercle, le grand vitrail et la bougie à l'eucalyptus au centre. Ok. Je suis en avance ou il y avait personne quand je suis passé Je suis pas en avance, ils sont en train de manger. Ah, parce que vous êtes là depuis plusieurs jours. Ah, c'est pas uniquement un forum, c'est un stage en permaculture humaine. Ah oui. Permaculture humaine. Je connais la permaculture, je connais les humains. Ok, on va voir. Je m'assois sur le coussin, ok. 5-10 minutes, les gens arrivent. Eh ben, bonjour, un silence pour s'accueillir. Et maintenant, pour se saluer, on va se regarder dans les yeux, 2 à 2, sans rien se dire. Et c'est tout. Vous êtes 18. Ben d'accord. Sans rien se dire. Bonjour. Ouais, c'est très gênant. C'est excessivement dérangeant. Bon, je ne vous raconte pas l'immense moment de solitude. Ils étaient sans doute tous très très sympathiques. Hein. D'ailleurs, avant la fin de la journée, j'ai quand même eu un peu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux et c'était sympa. Mais ce genre d'exercice de tu regardes des gens dans les yeux quand tu ne les connais pas et tu n'as pas le droit de dire le moindre mot et tu te salues en te regardant dans le fond des yeux, 18 personnes que tu ne connais pas, c'est très bizarre. Très bizarre. Dans un contexte où on connaît plus les gens, c'est un peu moins bizarre. Mais là vraiment, bon. Et alors après, la totale. Là pour le coup. Donc on va canaliser les énergies de la Terre pour nous, pour se faire du bien. On va utiliser nos mains guérisseuses pour soigner la Terre. Parce que des fois elle est malade. Non pas quand vous avez vomi la veille, non, parce que y a des choses qui se passent très bien, parce que entre autres, par exemple, vous avez au téléphone, ils émettent des ondes électromagnétiques, donc il fallait les laisser à l'entrée. Ouais, les ondes électromagnétiques, c'est mauvais pour la santé. Ceux qui m'ont fréquenté ces derniers jours voient qu'effectivement, j'ai constaté que les ondes électromagnétiques sont mauvaises pour la santé, ça fout des coups de soleil. Non, puis après, donc vous aviez la totale, les gars qui se mettent, alors qu'on est en train de parler, à chanter et à danser parce qu'elles le sentent, il faut qu'ils chantent et qu'ils dansent. Convention sociale n'ont plus d'importance. Bref, enfin bon voilà, c'était un peu la totale sur ces trucs-là. On parle aux arbres aussi. Ça, ils ont des choses à nous raconter, j'imagine. Bon. C'est pas trop ma tasse de thé. Vous l'auriez deviné. Je suis sorti de là avec pas beaucoup d'éco-projets. Et un peu plus de seum, parce que bon, là-dedans, il y a une forme d'isolement qui finit par s'installer. Il y a beaucoup de gens qui ont des jugements par rapport à l'écologie qui sont très moraux, en fait, basés sur une forme de bien, de mal, ce genre de choses. Vous avez beaucoup de gens qui militent en ne sachant pas exactement pourquoi et qui n'ont pas exactement le détail du changement climatique. C'est compliqué en même temps, c'est un problème complexe. Et puis derrière, du coup, vous avez des gens, quand vous n'avez pas d'arguments vraiment solides et que, après tout, c'est une question de sensibilité à la nature et compagnie, c'est pas très très compliqué de commencer à tourner vers des machins un peu ésotériques forcés, voire carrément gourouesques, quoi. Et là, on y était un peu. Alors fondamentalement, c'est pas des gens que je considère comme très néfastes. Hein. Bon, à la fin de la journée, vous aviez les personnes qui donnaient de l'argent à prix libre, ce qui se fait bien et qui est bien hein, dans l'ensemble. Et vous voyez les personnes qui étaient les plus sous influence, entre guillemets, qui balançaient mais des thunes, je dis des fois, what, 100 balles pour une demi-journée de formation, c'est chaud quand même. Bon, même s'ils sont pas forcément mauvais en soi, mais c'est des gens qui ont pris la fuite, quoi. Et ils sauvent leurs âmes, ils ont décidé d'aller se barrer à l'écart, mais ils luttent plus vraiment. Enfin,
ça m'allait pas. C'était pas non plus ce genre de choses que j'espérais. D'une certaine manière, j'attendais d'une forme d'écologie rationnelle, quoi. Il y a des choses qu'on comprend qui viennent des constats scientifiques. Il y a des solutions qui existent. Il ne faut pas être trop dogmatique. Une solution peut devenir un problème si on l'applique mal. Mais là, les petits esprits de la forêt, j'aime bien Miyazaki, hein, mais on est un peu loin, quoi. Bon, on va j'ai de la science. Du coup, parce que là, j'ai appris cette fois-ci que la science, d'ailleurs, était fondamentalement productiviste. Voilà. Quand tu utilises la science pour expliquer du rayonnement ou n'importe quoi, la science est là pour détruire. Donc, il ne faut pas utiliser la science. Moi, je trouve ça un peu dangereux. Et derrière, ouais. Bon, la science, pour moi, je la considère comme un outil. Bon, tu peux, un peu comme un marteau. Tu peux l'utiliser pour casser la tête à ton voisin, tu peux l'utiliser pour dire des trucs intelligents et essayer de faire des choses intéressantes. Mais bon, j'ai perdu mon fil. Ah oui, si, il y a quand même un dernier truc qu'il faut que je raconte. Il y en a une qui m'a sorti, je parlais de mes abeilles. Mes abeilles, elles ont un petit défaut, c'est qu'elles sont bouffées par les frelons asiatiques. Ça arrive quand on a une abeille. Et il y en a une qui m'explique qu'elle connaît un très bon chaman, et que le chaman, il va peut-être aller, si je le contactais, moyennant finance, il pourrait parler aux frelons pour leur expliquer que c'est mal, ils me perturbent et ils me font des dégâts, et que du coup, ils devraient aller se nourrir ailleurs. C'est une approche que je n'avais jamais essayée. Dire aux méchants, c'est aux frelons, c'est pas sympa. Tu pourrais arrêter de manger mes abeilles, s'il te plaît. Je ne sais pas. Bon. Non, donc d'un côté, on se retrouve avec des gens comme ça qui vous expliquent que surtout tout va bien, il est urgent de ne strictement rien faire. Vous vous retrouvez avec tout un imaginaire des gens qui vont vous inventer une source d'énergie propre et infinie, et puis vas-y qu'on verra les problèmes plus tard, on stockera l'énergie plus tard, peu importe. Le problème, c'est surtout aujourd'hui d'innover et puis pour trouver les solutions de demain, parce qu'après tout, il est bien connu que comme on n'a jamais eu de problème, c'est qu'on n'en aura jamais. Moi, je suis jamais mort, c'est bien la preuve que je suis immortel. On va forcément s'adapter, c'est pas possible sinon. Voilà. Bon. Bref, ça c'est d'un côté, puis de l'autre côté de la barrière, donc vous avez les technophiles, puis de l'autre côté, vous avez commencé à avoir des gens qui sont à dérive ésotérique. Moi, je trouvais pas ma place là-dedans, et là, c'est un peu le moment du seum où vraiment, j'ai plus trop de solutions. J'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé. Et c'est un petit peu déprimant. Est-ce que... Si vous, je peux te demander de passer la musique. C'est sur un tissu de mensonges qui s'effiloche que t'es prié de bien vouloir mourir le dimanche. Tu te poses des questions, mais pour y répondre, y'a que le bruit d'une civilisation qui s'effondre et les discours enflammés des technoprophètes, sans personne qui puisse arrêter le chronomètre. C'est assez tragique, y a pas débat puisqu'on sauvera pas le monde avec des mathématiques. Mais les dés furent jetés quand nos parents choisirent de nous apprendre à compter avant d'apprendre à lire. Et les gens préfèrent les dealers d'espoir qui leur laissent croire qu'ils écrivent leur histoire. Vous serez jamais libre, alors aimez vos chaînes et allez donc danser sous ces éoliennes. La nouvelle croissance, elle est belle, elle est green. Perpétrer des crimes, récupérer des primes. Parce que fondamentalement, moi, j'avais pas vraiment de problème avec la science en tant que telle. J'avais pas forcément non plus de problème avec le fait de se dire qu'on manquait un peu de spiritualité. Mais on manque plus de philosophie, de littérature et de trucs qui nous permettent de moins d'avoir et plus de être que d'une espèce de philosophie claquée au sol comme ça. Et du coup, en fait, parce que faut que je le dise, j'ai eu un petit rapport à la science qui a été un peu compliqué pendant un temps. Parce que je vous ai un peu raconté l'histoire par rapport à mon père, et c'est là le petit trigger warning, il est décès, tout ça. C'est par rapport à ma mère. Je ne vous ai pas exactement tout raconté de ce qui s'est passé. Ma mère a développé une maladie neurodégénérative. Neurodégénératif, c'est une manière plutôt sympa de dire que plus ça va aller, moins ça va aller. Grosso modo. Et j'avais 20 ans quand mon père décède. Je me retrouve donc avec ma mère qui doit toute seule comme une grande dire qu'est-ce qui ne va pas par rapport à sa maladie de Parkinson. Parkinson, c'est une maladie neurologique. Mais également, quand mon père décède, elle commence à avoir des troubles psychiatriques, cette fois-ci. De la dépression, de la mélancolie. Parce que, c'était mon moyen de fun dans sa vie. Et alors là, il s'est passé un truc absolument magique, c'est que les neurologues, quand moi je commence à m'intéresser à la maladie de ma mère, me disent souvent, il y a un problème de psychiatrie. Les psychiatres me disent, par rapport à ma mère, il y a un problème de neurologie. On se renvoie la balle. Ça, c'est assez fréquent quand on a des maladies qui sont compliquées. Et la maladie de ma mère était compliquée. Alors, j'arrive en tâtonnant, en fait. En me demandant, je me remets vraiment... moi, j'y connais rien, je suis pas médecin. Je veux dire, je laisse les scientifiques dire qu'est-ce qui va pas pour ma mère. Et ils tentent des trucs, mais ils tentent des trucs qui sont assez moyennement efficaces. C'est moi ou ça te... C'est moi, ok.
ils tentent des trucs qui sont assez moyennement efficaces. Et en fait, très régulièrement, il y a eu des erreurs médicales dans la maladie de ma mère qui ont fait que pendant 6 mois, par exemple, ça a été un gros blackout. Elle n'était plus là. Elle n'était plus vraiment là, elle parlait plus, elle ne nous reconnaissait plus, c'était un peu compliqué. Il faut imaginer que quand mon père est décédé, ma mère était capable d'absolument tout faire. Elle travaillait encore d'ailleurs. En l'espace de 3 ans, par les traitements médicamenteux des différents scientifiques des différents médecins qui ont pu étudier ma mère, eh ben, en 3 ans, elle a perdu l'usage de ses jambes, elle a perdu sa faculté de parole, elle a perdu la capacité de nous reconnaître, et c'était un vrai bordel. Et moi, j'arrive là, je veux dire, je suis encore en études, je commence mon premier métier, c'est assez compliqué pour moi d'y voir clair et d'arriver à dire est-ce qu'une chose est bonne ou non. Et du coup, je fais confiance au médecin. Bon, petit à petit, elle perd ses moyens, et on en arrive genre pour réussir à la faire envoyer dans des cliniques qui sont vraiment compétentes, à devoir faire de la fraude, genre je loue un appart pour pouvoir dire qu'elle habite chez moi, pour pouvoir qu'elle soit prise en charge par les psychiatres du coin, pour que ça se passe bien, parce qu'en fait, je me suis un peu battu pour devenir son tuteur. Comme elle était malade, elle ne pouvait pas prendre les décisions elle-même, et c'est moi qui finalement ai eu la tutelle de ma mère. Et du coup, l'autorité parentale sur mes petits frères. Et donc c'était une période un peu compliquée, à tâtons, à essayer de comprendre ce qui se passait, et il y a eu un moment où ma mère a fait un espèce de blackout complet, où vraiment elle a tout perdu. Genre, elle était en fauteuil roulant, elle ne pouvait plus nous reconnaître, elle ne bougeait plus, elle faisait plus rien. C'était vraiment une catastrophe. Il y a eu en fait une erreur médicale, à nouveau, entre des médicaments anti-parkinsoniens et des médicaments antidépresseurs, grosso modo psychiatriques, qui ont eu des effets contradictoires, qui ont fait que elle n'était plus là. Il y a eu un blackout, elle ne se souvenait plus des 2 dernières années de sa vie finalement, quand elle en est sortie. Je me suis un peu battu pour qu'elle soit prise en charge par des médecins vraiment compétents, qui l'étudient, ils l'ont vraiment étudié, ça a duré 1 an, c'est à Purpan en plus, à l'UF4 pour ceux qui connaissent. Et à un moment, ils finissent par à la faire réémerger, elle se met à me parler, elle se met à nous reconnaître, ça faisait quand même 1 an qu'on n'arrivait plus à la voir, c'était compliqué. On se dit bon, elle récupère ses moyens, elle se souvient de rien, tant mieux, parce que les années qui venaient de se passer n'étaient pas terribles, et elle veut partir en famille d'accueil. Elle veut partir à un endroit où elle sera bien, parce que c'était compliqué pour elle de rester à la maison à Font-Romeu. Donc, on trouve une famille d'accueil, elle reste dans une famille d'accueil pendant un certain temps, mais petit à petit, la maladie, elle dégénère à nouveau. En fait, c'est une maladie, si on ne l'étudie pas continuellement, si tous les 3 mois, il n'y a pas un espèce de réajustement des médicaments, il y a une forme d'accoutumance, et puis au bout d'un moment, les médicaments ne fonctionnent plus, il faut augmenter les doses. Et la seule solution, c'est d'augmenter petit à petit les doses, sauf que ça finit par plus marcher. Au bout d'un moment, vous mettez trop de doses. Il faut reconnaître que c'est des médicaments qui étaient assez bourrins. J'avais filé l'ordonnance à mon collègue qui était médecin. Il m'a dit, si un soir tu as envie de te mettre bien le fun dans ta tête, il y a moyen. C'est des ordonnances qui se renouvelaient à la semaine. Bon, ça t'appelle quoi. Pendant 2 ans, en famille d'accueil, la famille d'accueil a beau proposer des solutions, dire qu'est-ce qui pourrait aller pour ma mère, etc. La situation dégénère lentement. Et de manière à peu près inévitable en fait. On s'en doutait, s'il n'y avait pas de suivi, il n'y allait pas avoir d'amélioration. Il n'y a pas eu d'amélioration. Je gueule, parce qu'au bout d'un moment, elle se retrouve aux urgences, c'est un vrai bazar, on ne s'en sort pas. Et j'obtiens un rendez-vous avec le psychiatre qui suivait ma mère. Et alors là, ça a été un grand moment. Parce que ça faisait un moment que moi j'essayais tout et n'importe quoi. J'étais allé voir un psychiatre en libéral. Le psychiatre en libéral, lui, il m'a sorti un truc du genre... Enfin, j'ai parlé pendant 1 heure. Ma mère a rien dit pendant 1 heure parce qu'elle n'arrivait pas à parler. Le psychiatre, au bout d'1 heure, me fait bon, excusez-moi, mais là, c'est trop compliqué, je prends pas. Ouais, le temps, c'est de l'argent d'une certaine manière. Et puis là, c'était trop compliqué. Bon, voilà, donc il n'avait pas pris. Je me retrouve donc avec le seul médecin qui a les clés, le seul médecin qui est capable de modifier son ordonnance, c'est le psychiatre commis d'office, entre guillemets, du service public de la zone en question. J'obtiens un rendez-vous avec lui, et il va me tenir un discours qui va être un peu lunaire. Un discours qui va être du genre, je suis désolé, mais votre mère, des cas comme elle, j'en aurais à tout péter 2 dans ma carrière. Ma carrière, elle se termine dans 2 ans, et c'est la première, donc en fait, j'en aurai qu'une dans ma carrière. Et s'occuper d'elle, ça va me prendre l'énergie qu'il faudrait pour m'occuper de 15 ou 20 dossiers. Donc je peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire l'ordonnance que les gars à Purpan ont fait, jusqu'à ce qu'il y ait le moindre signe vital qui s'aggrave. Il faut imaginer que ma mère, c'est à l'époque fauteuil roulant, accrochée avec des crises d'angoisse qui provoquent des sudations de ouf, la tête en arrière, la bouche ouverte, et incapable de dire le moindre mot. Mais là, il n'y a pas de signe vital. On fait un test de sang, tout va très bien. Il n'y a pas le moindre signe vital. Les psychologues, les assistantes sociales, la famille d'accueil, bien évidemment, avaient plein de solutions, plein d'idées de choses qu'ils auraient voulu faire, mais ils ne pouvaient pas. Le seul qui avait l'accréditation, le seul qui avait le savoir, c'était le psychiatre. Et le psychiatre a décidé d'être démissionnaire. Les psychiatres en libéral avaient décidé d'être démissionnaires aussi, puis la neurologue me disait c'est la faute au psychiatre, démerdez-vous avec lui. Ça a dégénéré. Ça ne pouvait pas être le cas différemment.
Je finis par devoir envoyer ma mère en urgence, puis ensuite dans un EHPAD, donc à sous-traiter la gestion de ma mère. Je ne pouvais pas faire autrement, moi j'étais occupé à faire un boulot à la con à Toulouse. Et donc, à un moment, ça a fini par mal se passer, même malgré tout, malgré l'EHPAD, malgré l'aide qu'elle pouvait recevoir. Elle fait des crises, ça se passe très mal, le SAMU est appelé à 4h du matin, les urgences, ça se passe mal aussi, difficultés, la sonde nasogastrique pour la nourrir directement, des soins pas possibles, enfin franchement, elle a généré du PIB. Là, clairement, je veux dire qu'il y avait du monde derrière, il y avait de la valeur économique créée. Au bout d'un moment, ils nous disent, bon, il va falloir lui dire adieu. On est là avec mes 3 petits frères, on faisait ce qu'on pouvait, on se voyait entre nous, on venait la visiter un maximum, on gardait un peu de cohésion ensemble, puisqu'après avoir perdu notre père, perdre notre mère, ça nous faisait aussi moyennement plaisir. Et on se bat régulièrement faire des randonnées, on fait plein de choses ensemble, donc là, on dit au revoir. Et puis en fait, elle va mieux, du jour au lendemain, mais alors les psychiatres ne savaient vraiment pas ce qui se passait. Elle va mieux, mais il n'y a pas plus de suivi pour autant. Hein. Le psychiatre que je rappelle ensuite me répond juste pas. Voilà, terminé, ligne blanche, il n'y a plus personne. La neurologue, quand je l'appelle pour demander un rendez-vous pour voir ma mère, elle me dit, mais elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte. Non, mais bon, elle a pu y croire, hein. Je veux dire, elle a reçu des rapports disant que là, ça y est, c'était game over pour elle. Bon, voilà, donc malgré cette histoire-là, c'est à l'été dernier que ma mère finit par mourir pour de bon, cette fois-ci. Et que du coup, avec elle, ses rêves de se barrer à Prades, ses rêves de pouvoir nous voir nous, parce que fondamentalement, la plupart du temps, quand je la baladais, elle, tout ce qu'elle cherchait, c'était une forme de contact humain. Alors là, c'était là où c'était vraiment triste à mourir. Pas choisi exprès. C'était pendant le Covid en plus, on avait les masques, on avait interdiction de dire bonjour aux gens, on avait interdiction de les serrer dans les bras. Et finalement, du coup, on n'a même pas pu faire le moindre câlin, le moindre au revoir, alors que la seule chose qui la faisait tenir, quand tu es alité dans un lit et que tu ne bouges pas, que tu es conscient une demi-heure, 1 heure par jour, c'était de voir ses enfants en fait. Et on n'a même pas pu vraiment s'approcher, même pas pu dire grand-chose. Elle meurt quand on était parti avec mes petits frères fêter les 18 ans du plus jeune. Il venait d'avoir ses 18 ans, on était parti faire un voyage. Pas en avion. Lorsqu'elle meurt, mon grand-père va me tenir un discours qui en fait est assez fréquent dans ce genre de cas. C'est-à-dire que ça faisait 6 ans que j'étais son tuteur, 6 ans que je prenais régulièrement des congés sans solde pour l'amener voir un spécialiste à droite, pour l'amener à gauche, pour essayer de faire de sorte que mes frères la voient, pour faire de sorte d'avoir des retrouvailles pour la mort de mon père ou ce genre de choses, parce que pour elle c'était important. Et quand du coup elle meurt, mes grands-parents me disent en toute bonne foi, tu vas enfin pouvoir un petit peu vivre, tu vas enfin pouvoir un petit peu t'occuper de toi-même. Ce qui n'est pas rigoureusement faux. Mais ils me disent aussi, ça c'est 1 mois et quelques plus tard, parce que donc moi j'ai démissionné de mon boulot en ingénierie, mais mes frères qui m'ont suivi ont plus ou moins fait la même. Ils ont tous une tendance où on s'est un peu sensibilisé à l'écologie, on a beaucoup parlé ensemble, plein de trucs qui vont pas et qu'on partage ensemble. Mes grands-parents voient ça avec un peu de distance, un peu de peur, et m'ont dit du coup, mais on comprend pas, bon maintenant Véro est parti, j'ai l'impression que vous êtes triste en fait, toi et tes frères, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps triste. Et là, c'est un grand moment de... Ouais. Parce que en fait, d'accord, j'ai tous les privilèges pour faire de sorte de bien m'épanouir dans ce monde. Je veux dire, ouais, je peux avoir beaucoup d'argent, j'ai aucun problème, je ne souffrirai pas de discrimination liée à mon genre, liée à des questions raciales ni quoi que ce soit. J'ai tout ce qu'il faut effectivement pour que ça se passe extrêmement bien. Mais j'en veux pas de tout le monde, papy. J'en veux pas. Tout le monde, il nous promet ça, il se base sur ce truc-là, il a cette logique de merde qui a voulu que ma mère n'était pas rentable, qui a voulu que mon père il a fait des choix complètement idiots. Et j'en veux pas. Enfin, pour ma mère, on ne savait pas ce qu'elle avait. On a cru la science n'importe comment. On aurait su plus tôt, mais on aurait fait n'importe quoi. On l'aurait envoyé à Lourdes, on aurait vu les écoperchés d'Ariège, on aurait été, je sais pas, les cailloux, n'importe quoi. Quand elle y croyait, elle y croyait même pas. Elle y croyait pas. C'était les blouses blanches qui venaient lui foutre des produits toxiques dans la peau. C'était même pas si loin que ça. C'est compté dans le... Enfin, bref. Elle, ce qu'elle voulait fondamentalement, c'était plus de contact humain, c'était plus de chaleur. Mais c'est ça, mais tout le monde, mon papy, et tout le monde, c'est les camions sur les autoroutes, c'est la nourriture, c'est la viande qu'on apporte par tonnes, c'est ces fermes-usines qui vous produisent de la viande plutôt que de produire des humains. C'est les mines à ciel ouvert, c'est les décharges qu'on a en Afrique qui compensent nos codes. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir m'occuper de ma mère. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir ne pas la sous-traiter à une espèce d'EHPAD, pas avoir à subir même une forme de marchandisation du bien le plus con qui est de s'occuper de sa mère. Et non, on ne peut pas parce que voilà, après tout, il faut bien gagner sa maille, après tout, il faut bien gagner de l'argent.
Et c'est un comportement qui moi m'énerve d'autant plus que c'est irresponsable et inconséquent. Irresponsable parce que ces trucs-là, ça vient de nous directement. Inconséquent parce que ça, on va se le ramasser à un moment ou à un autre. Et ça, il y a un texte que je trouve magnifique, qui vient de Gwynplaine, une œuvre qui a inspiré le Joker. Vous savez, le Joker de la haine des riches qui est sorti l'année dernière. Ou il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans. Écoutez. Vous êtes les grands et puissants, vous profitez de la nuit. Mais l'aube arrivera et balayera vos privilèges. Quel est le père du privilège? Le hasard. Et quel est son fils? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Je viens vous avertir. Je viens vous dénoncer votre bonheur. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout, et ce tout se compose du rien des autres. Dans cet immense univers, vous ne voyez que la fête. Sachez qu'il y a de l'ombre. Je suis l'avocat désespéré et je plaide la cause perdue. Parce que derrière, ouais, c'est tellement confortable d'être dans la norme, d'être en train de se dire de faire la fête, de profiter avec tout le monde, de ne pas voir les différentes conséquences de nos modes de vie qu'on peut avoir. Mais derrière, on dira merci qui? Parce qu'on est dans les consommateurs. On peut se dire oui, c'est les producteurs qui nous mettent des bières entre les mains. Puis eux, ils se diront oui, mais c'est les consommateurs qui les veulent. Et à la fin, merci qui? Merci des médias médisants avec leurs potes dépliés. Merde. Merci qui? Des médias médisants de la haine en dépliant et leurs potes vendeurs d'armes prétextant qu'ils ont des clients, des carcasses de gosses qui pourrissent en silence, de la chair sur un os pour ces chiens de la finance. Ils vont finir l'assiette en 2-3 coups de langue. On va bien se le prendre ce putain de boomerang. Il y aura 1 milliard d'empreintes digitales dessus, dont les tiennes. Je sais, t'es déçu. T'as vécu dans le confort des toubabs. Si tu t'es pas suicidé, t'es coupable. Pas la peine de chialer que t'as pas choisi ça. Allez, prends ton salaire, fais tes achats fissa. Ouais, voilà ton destin. Non, tu seras pas Midas. Ta seule couronne, elle sera sur tes sapadidas. Maintenant, regarde tes mains, mon frère. Si, je t'assure qu'il y a du sang dessus, même si tu sembles sûr du contraire. Il y a du sang sur la bouffe qu'on apporte par tonnes, et il y en a plus sur tes choses que ton empreinte carbone. C'est des geysers de sang qui jaillissent des plateformes, c'est du sang qui dégouline de ton putain de smartphone. Toi tu fais tes bails, bah ouais, que Dieu te pardonne, entre la sienne et celle des hommes, ta morale c'est l'homme. On est né du bon côté de la planète, pas de bol pour les autres, on leur prépare un continent de plastoc. C'est ce monde-là qu'ils nous promettent, c'est ce monde-là vers lequel on va, et c'est ce monde-là vers lequel mon grand-père me disait mais profite quoi. Profite, après tout maintenant ça y est, t'as plus à t'inquiéter. J'ai jamais vraiment pu dire ce genre de choses. Évidemment, mon grand-père, je serais tellement fier si, plutôt que de le voir en train de minimiser et de se dire « Ouais, mais on trouvera une solution. Oui, mais c'est pas si grave. Oui, mais on n'y peut rien. C'est les Chinois. » Empreinte carbone, à nouveau. Ouais, mais c'est les Chinois. Non, si plutôt que ça, je sais pas, s'il se souciait véritablement de notre avenir, notre futur, ce qui ne payera pas la facture. S'il était en première ligne dans les barricades, ils avaient tous fait des actions, j'imagine, à droite à gauche. Les vieux, c'est génial. C'est vraiment génial. Les flics qui les déplacent, ils ont peur de les casser, et à raison. Et puis derrière, si jamais ils se font vraiment défoncer, puis là l'image aussi, enfin, des vieux qui s'inquiètent pour leurs enfants, c'est hyper intéressant. Je sais pas, enfin, j'aurais été tellement fier qu'ils soient à la place de Geneviève de Fontenay. Non, pas de Fontenay. Pas de Fontenay, non, de Fontenay, c'est... Ouais. Qui est d'attaque, là, qui s'est fait renverser, et si à la place ça a été ma grand-mère, je serais tellement fier. Mais non, non, tu vas voter tranquille du Macron, parce qu'après tout c'est mieux pour la croissance. Bon, voilà, donc j'ai pas forcément réussi à répondre ça à mon grand-père. Mais ouais, avec ma mère, on savait et on savait pas, et on a fait comme si on savait. Là, on sait, et on fait comme si on savait pas. Quoi. Ça, c'est vraiment un drame pour moi. Un furieux sentiment d'impuissance me terrasse, me vide de ma substance à mesure que le temps passe. Je n'ai pas choisi le wagon, ni même la direction, et je m'enfonce tout droit dans ce tunnel funèbre en perdition. Une odeur putride plane et lacère l'atmosphère. J'ai la rétine choquée devant le charnier à ciel ouvert. Je ne me reconnais pas dans ce monde, je n'y trouve pas ma place, et je suffoque perdu dans le dédale des couloirs de l'angoisse. Ce train n'a ni queue ni tête, il roule à vive allure et écrase tout sur son passage, moteur au bord de la rupture. À l'intérieur c'est la panique, les neurones court-circuitent. Ça va trop vite pour établir, on connaît tous la suite. Maudit soit la race des puissants, aiguilleurs du chaos, leurs instincts suicidaires et leur penchant pour l'échafaud. Au coin des lèvres, toujours cette arrogance, ce petit rictus, mais ils oublient que pour eux aussi, il n'y a qu'un mur comme terminus. Arrêtez ce train, arrêtez ce train, je veux descendre, arrêtez ce train. Bon voilà. Je me retrouve donc, où je me suis retrouvé en tout cas entre des endormis qui voyaient pas vraiment le problème, des somnambules qui se croyaient réveillés,
des gens qui étaient partis un peu en vrille. Mais le truc, c'est que je suis un peu dans une position d'un connard donneur de leçons, quoi, parce que, en fait, j'ai pas vraiment de solution. Et parce qu'il n'y en a pas, je veux dire, c'est un vrai problème hyper complexe, les gars qui viennent avec une solution, et forcément, c'est foireux, il n'y a pas une solution unique qui marche à tout, à part arrêter d'alimenter les causes. C'est à la limite la seule qui pourrait fonctionner. Donc c'est pas un problème d'ingénieur, je veux dire, moi je pourrais pas résoudre, je peux vous inventer un monde 100% renouvelable, mais on aura toujours un problème par rapport à ce truc-là. Mais à défaut de moi vous inventer une solution, il y a quelques indices comme quoi on est capable de faire des choses. Déjà, premier point, si jamais ce truc-là on l'avait sous nos yeux, si c'était nos terres, si c'était nos montagnes qu'on se mettait à creuser, c'était nos sols qu'on pourrissait avec des métaux lourds, c'était notre flotte qu'on pourrissait dans les traitements chimiques de recyclage et compagnie, si ces trucs-là c'était directement sous nos yeux, peut-être qu'on se mettrait un minimum à relativiser le besoin nécessaire d'avoir une nouvelle génération de smartphones tous les 2 ans. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, mais l'intelligence collective, ça marche. Je veux dire, on regarde, moi j'anime avec la fresque du climat, ce que vous avez fait tout à l'heure, je vous encourage vraiment à en faire si vous l'avez jamais fait, des fresques du climat, c'est hyper intéressant. L'intelligence collective, ça peut fonctionner. Et quand on regarde la Convention citoyenne pour le climat, et c'est un exemple qui est absolument fabuleux, vous prenez 150 personnes tirées au sort, vous leur donnez vraiment les connaissances. C'est pas un sondage. Vraiment, il y a une grosse différence entre un sondage où vous demandez aux gens c'est quoi les solutions pour le climat. C'est quoi les solutions pour le climat? Et prenez 100 personnes dans la rue, vous leur demandez allez, vous avez les panneaux solaires, le recyclage et bouffe bio. Rien à voir avec le problème. Rien à voir. Enfin, c'est pas à la hauteur du tout. Et là, vous prenez la Convention citoyenne pour le climat, qui sort quand même de la crise des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'était juste après les 80 km/h sur les nationales et la hausse du tarif du gasoil. Et quand vous prenez ces 150 personnes, vous leur donnez les informations qu'il faut, vous les faites parler et vous leur donnez vraiment les connaissances et pas uniquement ce qu'on peut raconter dans les médias, et qu'est-ce qu'ils vous sortent? Mais tout seuls comme des grands, ils vous réduisent la vitesse sur l'autoroute. Et qui propose ça? Non, mais, je veux dire, physiquement, c'est hyper cohérent. Un demi de MV2, augmenter la vitesse. Enfin, non, mais je veux dire, il n'y a aucun souci. Ils ont compris. Ils ont compris des trucs. Et puis alors là où c'est fabuleux, c'est qu'ils ont même eu un phénomène d'autocensure. Ce qu'ils voulaient à un moment proposer, c'est, j'ai vu qu'il y a des bénévoles là, sur le tour de la Convention citoyenne pour le climat, c'est de la décroissance. Mais qui parle de décroissance dans ce pays? Non mais, sans déconner, prenez 150 personnes, si dans les 150 vous en avez une qui vous dit la solution c'est la décroissance, mais vous êtes tombé dans un milieu anarchiste ou je sais pas quoi. Non mais je veux dire, c'est vraiment un truc archi minoritaire. Tout le monde aujourd'hui, c'est la croissance car les emplois, car le progrès, car tout ce que vous voulez. Et là, vous leur filez vraiment le problème et ils vous proposent la décroissance. Bon, ça me paraît être une très bonne piste, parce que moi, j'ai peut-être pas la solution en tant qu'individu, mais quand on se met ensemble à réfléchir, visiblement, on arrive à des trucs qui sont pas forcément très absurdes. Évidemment, par contre, il y en a qui vont pas être d'accord. Voilà. Parce que quand on reçoit ces informations-là, vous êtes déjà peut-être passé à autre chose, parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes exposé à ces trucs-là. Il y en a qui ont un sentiment de fin du monde. C'est genre, ça va être tout foutu, et vas-y que mon bunker, et vas-y j'apprends à tirer, et qui part dans la dérive survivaliste. Non mais, c'est pas, en fait la fin du monde, c'est la fin d'un monde, et moi j'ai envie de vous dire, mais c'est la fin de leur monde. Il y a un monde de personnes qui voulaient que leurs limites ne s'arrêtent pas tant qu'ils ont l'argent pour payer. C'est la fin d'un monde de personnes qui vivent sur nos frustrations, qui vivent sur le fait qu'on consomme et qu'on achète toujours des trucs. La fin d'un monde qui se met à marchandiser même les liens sociaux, même le fait de vous occuper de vos proches. Ouais, ça va être la fin de ce monde-là. Et puis du coup, tous les mecs qui vont être absolument contre, c'est les laquais qui voudraient bien profiter de ce monde-là, qui sont actuellement dans une position un peu intermédiaire, qui aimeraient bien accéder au vol spatial d'Elon Musk et autres conneries dans ce genre-là. Ça va être la fin d'un monde de tous ces gens qui ont effectivement des armes de distraction massives, qui fait que plein de gens s'en foutent complètement. Ou même la fin d'un monde, regarde, je sais pas pour vous, mais ce que vous en pensez, mais le capitalisme synonyme de démocratie, ces derniers temps, j'ai des doutes. Et il a l'air de s'allier plutôt correctement à l'autoritarisme aussi, je veux dire. Et derrière, donc ils vont sans doute rien lâcher. Mais l'avantage, c'est que là-dedans, il y a des gens qui ont aussi envie que cette espèce de monde il s'effondre. Ces gens-là, c'est parce que ce monde, il se base sur des exploitations à l'autre bout du monde, sur lesquelles ces gens ils seraient sans doute très contents de ne plus recevoir nos déchets dans la gueule. Et même sous nos latitudes, il y a tellement de gens qui vivent avec des difficultés au niveau matériel. Vous avez tellement de gens qui subissent des discriminations, qui subissent des dominations qui sont liées au genre, à la race, au sexe, n'importe quoi. Il y a tellement de gens avec lesquels il faudrait abattre ce monde et construire autre chose que, en fait, d'une certaine manière, des alliés on en a, des gens avec qui parler on en a. Alors j'ai pas de solution. Et je pense que même si vous avez des convictions sur le truc, on n'a pas vraiment de solution. Mais voilà, parler avec d'autres gens et faire des ponts, ça me paraît vraiment aujourd'hui ce qu'on a à faire. Et parce que comme avec mon père, non, le truc là ça va pas s'arranger tout seul. Dans 3 mois c'est pas réglé, malheureusement. Il va falloir, si on veut que d'autres gens comprennent le problème climatique et reconstruire une société où on n'a pas inversé les dominants et les dominés en reprenant la même logique, si on veut réussir à avoir vraiment un autre monde, autre chose,
va falloir être capable de comprendre les luttes d'autrui. Il va falloir être capable du coup de leur expliquer nos luttes véritablement et pas avec juste des arguments moraux pétés à 2 balles, quoi. Et pour ça, ben voilà, il va falloir aller rejoindre d'autres gens. Alors, moi je sais pas encore exactement de quoi, mais il va sûrement avoir des gens... Là en ce moment c'est le pass sanitaire, avec une forme de dérive autoritaire. À la base, moi je conclue sur les gilets jaunes, ça m'allait très bien. Même le pass sanitaire, il y a un autoritarisme et puis il y a une manière de diriger, il y a une manière de prendre des décisions archi-verticales, avec quelqu'un qui décide au mépris complet d'ailleurs de tout ce que peuvent dire les scientifiques et compagnie. Et ben voilà, allons leur parler. Allons parler, essayons un minimum de faire de leurs préoccupations et leurs inquiétudes légitimes quelque chose qu'on intègre dans notre prisme et faire de sorte qu'eux, ils intègrent également la question climatique. Parce que ça ne va pas s'arranger tout seul et ça ne va certainement pas arranger seuls, nous en tout cas, militants de climat. Alors voilà, pas de solution parfaite. Moi, ce que je propose, c'est on s'informe. Il y a plein d'outils qui sont très intéressants, qui vous expliquent le climat, qui vous expliquent la biodiversité, qui vous expliquent plein de trucs sur les énergies. Et puis on bouge n'importe où avec n'importe qui, tant que c'est pas un espèce de statu quo ou un retour en arrière. Parce que de toute façon, on fera pas nos alliés, c'est pas les gens qui veulent le statu quo. Alors, je vais laisser la conclusion à IAM avec sa chanson du même titre. À défaut d'argent, putain, donnons du temps. Dans nos bouches, le mot liberté devient insultant, car c'est les soldats qui le prononcent et non plus le vent. Comme si le monde était peuplé de cruels sultans. Mécontent des schémas qu'on nous propose, je cultive maintenant les roses dans mon microcosme, mesure les dégâts minimes que mon micro cause. Ça ne peut qu'aller mieux, alors j'attends la fin de leur monde. Je vais du coup avec mon sub. Éco-sub. Mon éco-sub, mon bio-sub.